L'appel est arrivé à 3 heures du matin. Un silence assourdissant avait suivi le son aigre de la sonnerie, ce genre de silence qui vous prend aux tripes, là où l'angoisse s'installe. Mon cœur battait de la chamade, tambourinant contre mes côtes si fort que je sentais les vibrations jusque dans mes doigts. Je ne devrais pas décrocher, je le savais. Une partie de moi, celle qui avait survécu à 8 ans de solitude et de lutte, criait de ne pas le faire, de laisser ce maudit téléphone se taire. Mais c'était comme si le destin, ou quelque chose de bien plus sombre, avait enroulé ses doigts froids autour de mon poignet, me forçant à tendre la main dans l'obscurité. Marie Dubois. La voix masculine de l'autre côté de la ligne était un filet glacé, lent comme la glace qui se fissure sur un lac figé en plein hiver. Ou devrais-je vous appeler Marie Dubois maintenant? Julien dormait à mes côtés, sa respiration calme et régulière, totalement inconscient que le passé, tel un fantôme malveillant, venait de frapper à notre porte. J'avais le corps raide, mes muscles tendus à l'extrême, figés par l'onde de choc qui me traversait. « Qui êtes-vous? » Ma voix était un murmure, à peine audible, prisonnière de ma gorge nouée. L'homme a marqué une pause, un silence qui s'étirait, me donnant l'impression de tomber dans un abîme. Quelqu'un qui connaissait votre père, quelqu'un qui connaît la vérité sur la mort de vos parents. Mon sang s'est glacé dans mes veines. Mes parents étaient morts dans un accident de voiture il y a 8 ans. C'était la vérité officielle, celle que la police avait conclue, celle inscrite sur leur certificat de décès. Mes parents sont morts dans un accident. Un rire froid et empoisonné a traversé la ligne, comme une lame de rasoir glissant sur du verre. Pauvre orpheline, vous ne savez même pas qu'on vous a menti toute votre vie. Et l'appel s'est coupé. Je suis resté assise dans le noir, le téléphone encore pressé contre mon oreille, mon corps tremblant de façon incontrôlable. Ma main libre a glissé vers mon ventre, là où la petite vie que j'avais découverte quelques heures plus tôt commençait à se former. Je comptais l'annoncer à Julien le matin. Je m'imaginais déjà le feu dans ses yeux, ses orbes gris orage familiers s'illuminant de joie. Nous allions construire une famille sur l'amour pour lequel nous avions tant combattu. Mais maintenant, tout s'écroulait, se brisait en 1000 morceaux. Je ne savais pas que l'homme qui venait d'appeler était Pierre Leclerc. Le même homme qui avait abattu la mère de Julien 26 ans auparavant, juste devant les yeux d'un enfant de 10 ans caché dans un placard. Je ne savais pas que mon père, Daniel Dubois, avait été le chef comptable de la famille Dubois, celle de Julien, l'homme qui détenait le carnet noir, plein de secrets assez puissants pour faire s'effondrer un empire. Je ne savais pas que la mort de mes parents n'était pas un accident, mais un assassinat, peut-être même commandité par le père de Julien, Laurent. Et je n'avais aucune idée que Pierre était revenu à Paris avec un seul but, retrouver ce que mon père avait protégé jusqu'à la mort et brûler quiconque se mettrait sur son chemin, y compris moi, y compris l'enfant que je portais, y compris l'homme que j'aimais plus que ma propre vie. Dans le monde de Julien, le passé ne mourait jamais vraiment. Il attendait, tapi dans l'ombre, le moment parfait pour se lever et tout engloutir. Et cette nuit-là, l'obscurité venait de frapper. Le passé, c'est drôle comme les ombres du passé se mêlent au parfum du présent. Le parfum de vanille et de beurre qui s'incrustait dans les murs de la boulangerie de Sophie. Le rêve de ma sœur, c'était un parfum d'espoir, de promesse d'une vie meilleure. Une vie que j'avais cru pouvoir enfin atteindre avec Julien. C'était tellement différent de la Marie que j'étais avant, la Marie invisible. La Marie qui, à 27 ans, s'agenouillait sur les dalles froides d'un hôtel particulier de Neuilly, respirant l'odeur piquante du nettoyant au citron, mêlée à la sueur de ma propre peau. Personne ne me voyait alors. J'étais devenu un fantôme, celle qui effaçait les traces de gens qui n'avaient jamais pris la peine de me regarder dans les yeux. Mon existence se résumait au corps de nuit, à la lassitude physique, aux préoccupations financières qui me rongeaient.
Il y avait Sophie, notre fille, ma petite sœur, son souffle fragile qui s'accrochait à la vie, sa maladie cardiaque qui réclamait des soins coûteux que nous n'avions pas. Chaque euro économisé était pour elle, chaque heure supplémentaire passée à récurer ses sols brillants, chaque repas sauté. Je me serais coupé en deux pour qu'elle ait une chance, un avenir, qu'elle ne soit pas comme moi, effacée par le monde. Les rires que j'entendais depuis l'étage résonnaient comme des moqueries, leur vie insouciante contrastant avec ma propre survie. J'avais besoin de cet argent, désespérément. Pour Sophie, toujours pour Sophie. Notre première rencontre avec Julien, le plus redouté des chefs mafieux de Paris, oh là là, c'est une histoire pour une autre fois. L'important, c'est ce qui s'est passé après. Je l'ai trouvé effondré. Une nuit, une main serrée sur sa poitrine, le visage pâle de douleur. J'aurais pu fuir. J'aurais dû fuir. Mais quand ses yeux gris orage m'ont trouvé, quand sa voix rauque a murmuré, « Ne me laissez pas mourir seul. Je n'ai pas pu tourner le dos. J'ai été élevé à Poitiers, où les gens s'entraident, où l'humanité est une valeur, même quand on n'a plus rien d'autre. » Ma mère, Mireille, m'avait toujours dit que la bonté était le plus grand des pouvoirs. Et ce soir-là, je l'ai cru. Je suis resté. J'ai bercé sa tête sur mes genoux. Je lui ai chanté la berceuse que ma mère me chantait, la même chanson que j'avais fredonnée à Sophie durant ces dernières nuits. C'était un test, je ne le savais pas alors. Je ne savais pas que Julien me surveillait depuis des mois, cherchant quelqu'un à qui faire confiance dans un monde où les couteaux se cachaient derrière chaque sourire. Et je n'avais aucune idée que mon choix de rester cette nuit-là changerait mon existence pour toujours. Quelques mois ont passé depuis ce moment improbable. Aujourd'hui, je suis la femme de Julien Dubois. La boulangerie de Sophie, ce rêve que nous avions construit ensemble, est bondée de clients chaque jour. J'ai une famille, j'ai l'amour, des choses que je croyais ne jamais mériter. La cérémonie du mariage en elle-même, franchement, c'était un tourbillon. Entre la robe, les invités, c'était la concrétisation d'un rêve, mais le vrai sens, il est venu après. C'était dans les petits matins calmes, dans les gestes quotidiens, la main de Julien dans la mienne, que je sentais la réalité de notre union. C'était une sensation nouvelle, celle d'appartenir, d'être vu, enfin. Et en moi, une petite vie commençait tout juste à prendre forme. Je pensais avoir trouvé la paix. Je pensais que le passé était enterré. J'avais tort, totalement tort. Les premières lueurs du jour ont filtré à travers les rideaux, me tirant d'un sommeil agité et fragmenté. Je ne savais pas combien de temps j'avais réussi à dormir après cet appel, peut-être 1 heure ou 2, peut-être moins. Mais en ouvrant les yeux, la première chose que j'ai vue, c'était le visage de Julien endormi. Paisible, doux, sans la dureté froide et terrifiante que tout Paris redoutait. Juste un homme amoureux, allongé à côté de la femme qu'il aimait, sans se douter qu'un fantôme du passé était venu frapper à sa porte pendant la nuit. J'ai eu une envie irrépressible de le réveiller tout de suite, de lui raconter l'appel de 3 heures du matin, cette voix glaciale, les menaces qui avaient gelé le sang dans mes veines. Mais je me suis retenu. Ma main a glissé sur mon ventre, sans y penser, là où une petite vie grandissait un peu plus chaque jour. Je voulais m'accrocher d'abord à ce que nous étions sur le point de créer. Je voulais voir la lumière du bonheur inonder son regard avant que la tempête ne frappe vraiment. Je me suis levé prudemment, essayant de ne pas le réveiller. Mon regard s'est posé sur la vieille boîte à musique usée, sur la table de nuit, le seul souvenir qui me restait de ma vie d'avant. La boîte à musique de Sophie, de la famille Dubois. Je l'ai ouverte et la mélodie familière s'en est échappée, douce et déchirante. Mon petit soleil, mon seul soleil. La chanson que ma mère Mireille me chantait chaque soir. La chanson que Sophie adorait d'entendre quand elle était petite. La chanson de l'époque où nous étions encore une famille entière. D'un coup, je me suis souvenu de ce que mon père, Daniel, avait dit avant de mourir. J'avais 19 ans alors,
debout au chevet de son lit d'hôpital, le regardant s'éteindre après l'accident. Il avait serré ma main, sa voix faible et brisée. Je pensais que ce n'était que le délire de la douleur. N'oublie pas la boîte à musique, Mary. Garde-la pour ton père. Ne la perds jamais, jamais. Je n'avais pas compris. 8 ans s'étaient écoulés et je ne comprenais toujours pas. Mais je l'avais gardée, à travers chaque déménagement, chaque nuit de faim, chaque instant où j'avais été tenté de la vendre juste pour acheter des médicaments pour Sophie, je l'avais gardée comme la dernière promesse que je lui avais faite. Un bruissement de drap m'a fait sursauter. Julien était éveillé, son regard doux et alourdi posé sur moi avec une tendresse que seul moi étais autorisé à voir. Déjà debout, a-t-il dit, sa voix rauque de sommeil. J'ai souri, j'ai posé la boîte à musique et je me suis approché pour lui embrasser le front. Viens avec moi en bas. Il y a quelque chose que je veux te dire. Une demi-heure plus tard, dans une cuisine remplie des odeurs de café et de pain grillé, je me tenais à côté de Rosalie, la vieille domestique au grand cœur, le mien battant à tout rompre. Julien était assis à table, une tasse à la main, me regardant avec une curiosité silencieuse. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pris une lente inspiration. Il y a 1 an, j'étais la fille invisible, agenouillée sur le sol froid de ce même manoir. Maintenant, j'étais la femme du chef mafieux le plus puissant de Paris et j'étais sur le point de lui dire que je portais leur enfant. Julien, ai-je dit, ma voix tremblant juste un peu, je suis enceinte. La tasse de café dans la main de Julien a failli glisser. Il s'est figé, les yeux écarquillés, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il venait d'entendre. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu le plus terrifiant des chefs mafieux perdre complètement le contrôle. Ses mains tremblaient, ses lèvres bougeaient, mais aucun mot ne sortait. Puis il s'est levé, s'est agenouillé devant moi et a pressé son visage contre mon ventre, comme s'il essayait d'entendre le battement du minuscule cœur à l'intérieur. « Je n'ai jamais cru que je serais père », a-t-il murmuré, sa voix épaisse d'émotion. « Je n'ai jamais cru mériter ça. » Il a dégluti difficilement. « Mais je te le promets, je protégerai notre enfant, quoi qu'il arrive, même si cela doit me coûter la vie. » Rosalie se tenait à proximité, des larmes coulant sur ses joues ridées. « Dieu soit loué », a-t-elle dit, sa voix chevrotante. « Il y aura enfin des rires d'enfants dans cette maison. » Elle a regardé Julien avec une tendresse déchirante. « Ta mère serait si heureuse si elle savait, Julien. » Un instant de famille retrouvée, entière, chaleureux, doux. J'aurais voulu que le temps s'arrête là pour toujours. Mais le bonheur dans ce monde était toujours cruellement bref. Des pas précipités ont résonné dans le couloir. Louis, le bras droit de Julien, est apparu dans l'embrasure de la salle à manger, le visage si tendu que j'ai su tout de suite que quelque chose n'allait pas. « Désolé d'interrompre », a dit Louis, regardant Julien, puis moi, puis Julien à nouveau. « Mais c'est urgent. Vous devez le savoir tout de suite. » Julien s'est levé. La douceur a disparu, remplacée par le froid familier du chef. « Dis-le. Pierre Leclerc est de retour à Paris. » L'air dans la pièce a semblé se durcir. Julien est resté parfaitement immobile, sa main me serrant si fort que ça me faisait mal. « Il est apparu au dock il y a 3 jours, a poursuivi Louis, sa voix s'abaissant, et il s'est allié à Victor Caron. J'ai regardé mon mari, et pour la première fois depuis que je le connaissais, j'ai vu la peur dans ses yeux gris orage. Non pas la peur pour lui-même, ni la peur d'un ennemi. La peur pour moi, pour notre enfant à naître. Julien, et je dis doucement, forçant ma voix à rester stable, même si mon cœur battait comme des tambours de guerre. Qui est Pierre? Julien s'est tourné vers moi, ses yeux sombres comme un ciel avant l'orage, et sa réponse a fait geler mon sang. L'homme qui a tué ma mère. Il a dégluti, sa voix vide, juste devant moi, quand j'avais 10 ans. Cette nuit-là, dans le bureau privé de Julien, j'étais assise en face de mon mari et j'attendais.
La pièce était plongée dans l'obscurité, seule la lampe de bureau projetant un motif tissé de lumière et d'ombre sur son visage. Il laisse rester silencieux longtemps, comme s'il cherchait la clé d'une porte qu'il avait gardée verrouillée pendant 26 ans. Puis il a commencé à parler, sa voix basse et lointaine, comme s'il racontait l'histoire de la vie de quelqu'un d'autre. Pierre Leclerc avait autrefois été le bras droit le plus fidèle de son père, Laurent Dubois. Pierre avait travaillé pour la famille depuis son plus jeune âge. Loyal, dévoué, digne de confiance, sans question pour l'enfant que Julien était à l'époque. Pierre n'était pas seulement l'homme de son père. C'était tonton Pierre, quelqu'un que Julien aimait comme de sa propre famille. Pierre lui avait appris les échecs, lui avait appris à nager, lui avait raconté des contes de fées avant de dormir. C'était la personne en qui Julien avait le plus confiance, en dehors de ses parents. Je pensais qu'un jour je travaillerais aux côtés de tonton Pierre, que je prendrais en charge la famille avec lui, a dit Julien, sa voix se resserrant jusqu'à presque se briser. Puis j'ai découvert que tout n'était qu'un mensonge. J'ai serré la main de mon mari, sentant la douleur le déchirer de l'intérieur. Julien a continué, chaque mot semblant devoir être arraché de sa gorge. Pierre était tombé amoureux d'une femme. Follement, désespérément. Le genre d'amour qui rend un homme prêt à tout. Son nom était Isabelle, la jeune sœur de sa mère, la tante de Julien. Isabelle était belle, douce, fragile comme une fleur, et elle aimait Pierre avec un amour tout aussi féroce. Mais Laurent Dubois ne l'aurait pas permis. Pour lui, Pierre n'était qu'un homme de main, quelqu'un d'inférieur, quelqu'un d'indigne de la belle-sœur du chef le plus puissant de Paris. Cette relation était une tache sur la famille. Laurent leur avait interdit de se voir, mais l'amour ne reconnaît pas les barrières. Ils continuaient à se rencontrer dans le secret, à s'échanger des vœux que personne d'autre n'était autorisé à entendre. Puis Isabelle est tombée enceinte. Quand Laurent l'a découvert, sa fureur a brûlé comme une tempête de feu, consumant tout sur son passage. Julien s'est arrêté, a dégluti difficilement, fixant le vide comme s'il pouvait tout revoir. Son père a réglé le problème comme il le faisait toujours. Isabelle est morte. L'enfant qui n'était même pas encore né avait disparu, lui aussi. Pierre a tout perdu en une seule nuit. La femme qu'il aimait, l'enfant qu'il n'avait jamais rencontré, l'avenir qu'il avait bâti dans son esprit. Tout cela effacé par Laurent Dubois, comme si ça n'avait jamais existé. J'étais glacé de choc, ma main couvrant ma bouche, incapable de croire ce que j'entendais. « Ton père les a tués ?» ai-je demandé, ma voix tremblante. Julien a hoché la tête, ses yeux fumés rougis comme s'il retenait des larmes depuis 26 ans. Et Pierre a juré de se venger. Julien a continué à parler, sa voix semblant faire écho de quelque part lointain. Cette nuit-là, Julien avait 10 ans, il jouait dans sa chambre quand il a entendu des cris d'en bas. Le fracas d'objets brisés n'est pas précipité. Puis sa mère a fait irruption dans la pièce, le visage blanc comme du papier, les yeux remplis de terreur. Elle a traîné Julien jusqu'au placard, l'a poussé entre les manteaux et les couvertures pliées. « Quoi que tu entendes, tu ne dois pas sortir, a-t-elle dit. Sa voix était étranglée mais ferme. « Promets-le-moi, je t'aime tellement. » Elle pleurait en l'embrassant sur le front. Puis elle a fermé la porte du placard. À travers la fissure étroite, le garçon de 10 ans a tout vu. Pierre est entré dans la pièce, un pistolet à la main, les yeux bleus froids comme de la glace. Sa mère se tenait là, ne courant pas, ne criant pas, seulement suppliant d'une voix tremblante. « Pierre, s'il te plaît, pour ce que nous avons eu autrefois, pour Isabelle, elle ne voudrait pas te voir ainsi. » Pierre tremblait, sa voix éraillée, mais froide comme l'hiver. « Ne prononce pas son nom. Ce que nous avions est mort avec Isabelle. Ton mari l'a tué, a tué mon enfant. Maintenant, je vais prendre ce qu'il aime le plus. » Le coup de feu a déchiré la nuit. Julien a regardé à travers la fente sa mère tombée, le sang s'étalant rouge sur le tapis blanc pur.
Les yeux bleus glacés de Pierre ont balayé la pièce, et le garçon a retenu sa respiration, son cœur battant si fort qu'il avait l'impression qu'il allait éclater à travers ses côtes. Pierre est parti. Julien est resté avec le corps de sa mère toute la nuit. Trop effrayé pour sortir, trop effrayé pour pleurer, trop effrayé pour respirer trop fort, disant, seul dans le noir avec la femme morte qui lui avait donné la vie. J'ai pleuré sans un son, serrant Julien comme si je pouvais apaiser une blessure qui n'avait pas guéri en 26 ans. Au même moment, la porte du bureau s'est ouverte et Louis est entré, l'expression encore plus tendue que ce matin-là. Il y a plus d'informations sur Pierre, a dit Louis. Il vient de Poitiers. Mon cœur a eu l'impression que le poing de quelqu'un s'était refermé autour de lui. Poitiers, ma ville natale, l'endroit où j'étais né et où j'avais grandi, l'endroit où mes parents étaient morts dans un accident 8 ans plus tôt. Mon téléphone a vibré dans ma poche et un message du numéro inconnu de la nuit précédente est apparu à l'écran. Demandez à votre mari pour Daniel Dubois. Demandez ce que la famille Dubois a fait à votre père. Daniel Dubois, le nom de mon père. Je n'avais jamais prononcé le nom de mon père à personne à Paris. Je n'ai pas parlé à Julien de ce message. Je me suis allongé à côté de lui, faisant semblant de dormir, attendant que sa respiration devienne régulière et profonde. J'avais besoin de la vérité avant d'affronter mon mari. J'avais besoin de comprendre ce qui se passait vraiment avant d'ouvrir la bouche et de poser des questions qui pourraient tout briser. Quand l'aiguille de l'horloge a dépassé 2 heures du matin, je me suis glissé hors du lit, mes pieds ne faisant aucun bruit sur l'épais tapis. Je suis entré dans le bureau de Julien où l'écran de l'ordinateur brillait encore, m'attendant. Je me suis assise et j'ai commencé à chercher, mes doigts tremblants sur le clavier. Accident de voiture Poitiers, il y a 8 ans. Daniel Dubois. Mireille Dubois. De vieux articles sont apparus à l'écran, jaunis par le temps comme des pages oubliées. Un terrible accident sur la 10 avait coûté la vie à un couple marié. Daniel Dubois, 45 ans, et sa femme, Mireille Dubois, 42 ans, sont morts sur les lieux. Ils ont laissé derrière eux 2 filles, Mary, 19 ans, et Sophie, 16 ans. J'ai lu l'article encore et encore, mot par mot, cherchant quelque chose d'anormal. Quelque chose que j'avais manqué 8 ans plus tôt parce que le chagrin m'avait rendu incapable de regarder attentivement. Puis je l'ai vu. Des détails que je n'avais pas remarqués alors, mais maintenant ils ressortaient, frappants et indéniables, comme du sang sur de la neige fraîche. La voiture de mes parents avait été heurtée par un camion d'origine inconnue. Le camion n'avait pas de plaque d'immatriculation. Le chauffeur n'a jamais été retrouvé. Aucune image de caméra n'a capturé la collision. Aucun témoin direct ne s'est jamais présenté pour témoigner. La conclusion de la police était brutalement courte. Un accident causé par un camion perdant le contrôle. L'affaire classée après 2 semaines d'enquête. 2 semaines. Seulement 2 semaines pour la mort de 2 êtres humains. Je me souvenais des jours après les funérailles. Personne n'était venu prendre de nos nouvelles, de Sophie et moi. Personne n'avait appelé pour nous tenir informés. Personne n'avait retrouvé ce mystérieux chauffeur de camion. Une famille pauvre. Pas de pouvoir. Pas d'argent. Personne ne se souciait de la justice pour eux à l'époque. Je pensais que c'était simplement le destin des gens comme ma famille, des gens invisibles à la société. Mais maintenant, en regardant en arrière à travers le prisme de tout ce que je venais d'apprendre sur le monde souterrain, tout prenait un sens complètement différent. J'ai cherché davantage, creusant plus profondément dans le passé, comme si je déterrais la tombe de mes propres parents. Et ce que j'ai trouvé a glacé le sang dans mes veines. 1 semaine avant l'accident, mon père avait soudainement vendu la maison où la famille vivait depuis 10 ans et nous avait déménagé dans un appartement plus petit en banlieue. Il avait retiré toutes nos économies et les avait cachées quelque part que personne ne connaissait. Il avait changé son numéro de téléphone 2 fois en un seul mois. Il avait dit à nos anciens voisins que la famille partait pour un certain temps, peut-être pour longtemps. Pourquoi?
La question résonnait dans ma tête comme une cloche funéraire. S'il n'y avait eu qu'un accident aléatoire, pourquoi mon père s'était-il comporté comme un homme en fuite? Les souvenirs ont afflué comme une inondation après la rupture d'un barrage. Dans les jours précédant la mort de mes parents, mon père avait été inhabituellement anxieux. Chaque nuit, il verrouillait soigneusement les portes, les vérifiant encore et encore comme s'il craignait que quelqu'un ne s'introduise à tout moment. Il regardait par la fenêtre au moindre bruit, son regard tendu et crispé, comme s'il cherchait quelqu'un dans le noir. Une nuit, j'étais allé boire de l'eau et j'avais entendu mon père au téléphone dans ce salon, sa voix tremblant de désespoir. « J'ai fait ce que tu m'as demandé. Je suis resté silencieux pendant 10 ans, mais je ne peux pas continuer comme ça. Ma famille est en danger. » Puis sa voix s'était brisée. « Si quelque chose m'arrive, assure-toi que mes filles sont en sécurité. » À l'époque, j'avais 19 ans, préoccupé par mes prochains examens, rêvant d'un avenir radieux. J'avais supposé que mon père parlait de son travail, des pressions que portaient des adultes que je n'étais pas assez grande pour comprendre. J'étais retourné me coucher sans poser d'autres questions. Maintenant, je comprenais. Mon père savait que quelqu'un le traquait. Mon père savait que la mort approchait et il avait essayé de protéger sa famille en s'enfuyant. Mais ça n'avait pas suffi. Je fixais l'écran de l'ordinateur, mes mains tremblant si fort que je ne pouvais plus taper. Les larmes coulaient sur mes joues et je n'ai même pas pris la peine de les essuyer. 8 ans. 8 ans à croire que mes parents étaient morts dans un accident. 8 ans à me blâmer de ne pas avoir été avec eux cette nuit-là. 8 ans à vivre dans un mensonge. Mon téléphone a vibré dans la poche de mon pyjama, me tirant du bord de mes pensées. Un nouveau message du numéro inconnu. Celui qui m'avait appelé à 3 heures du matin la veille. Vous voulez la vérité? Demandez à votre mari pour le carnet noir. Demandez ce que votre père a caché avant de mourir. Moment, ici il faut que je fasse une pause. Tout ça, cette histoire de comptable, de grands livres, d'assassinats, c'est quoi ma vie, une série télévisée ultra dramatique? Il y a 1 an, je frottais des sols dans le 16e arrondissement. Et maintenant, on me dit que mon père était un pion dans un empire mafieux et que ma vie est une bombe à retardement. C'est absurde, non? C'est le genre de truc que tu lis dans des romans à 2 balles. Pas ce que tu vis. Mais si c'est vrai, si tout ça est réel, si ce Pierre, ce Victor et mon père, cette boîte à musique, ça change tout. Je ne sais plus qui je suis, qui était mon père, ou même si Julien. Enfin, revenons-en à l'histoire, mais ce point, il me trotte dans la tête, croyez-moi. C'est comme un film, mais dont je suis l'actrice principale, sans le script, et je n'ai aucune idée de la fin. Le lendemain matin, je n'ai pas dit à Julien ce que j'avais découvert la nuit précédente, et je n'ai pas non plus mentionné le message. Mais je n'ai pas eu besoin de le faire car Julien avait déjà ordonné sa propre enquête. Il avait su que quelque chose n'allait pas dès que Pierre avait mentionné Poitiers, ma ville natale. Louis est arrivé au bureau tard ce matin-là, portant un dossier épais contre sa poitrine, le visage lourd, comme s'il avait apporté tout un ciel sombre avec lui. Julien et moi étions assis en face de lui, l'air dans la pièce si dense qu'il semblait impossible de respirer. Louis m'a regardé, et pendant un instant fugace, il y a eu de la sympathie dans ses yeux. Quelque chose que je voyais presque jamais chez cet homme froid. « Vous devriez vous asseoir, Marie, » a dit Louis. « Ce que je suis sur le point de vous dire ne va pas être facile à entendre. » J'étais déjà assise, mais je comprenais ce qu'il voulait dire. J'ai serré les bras de ma chaise, me préparant au pire. Louis a ouvert le dossier et de vieilles pages et des photographies en noir et blanc se sont répandues devant nous comme des fragments brisés du passé. Daniel Dubois n'était pas un mécanicien ordinaire, comme vous l'avez cru toute votre vie, a commencé Louis. Il y a 30 ans, il était le chef comptable de l'Empire Dubois. J'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait donné un coup de poing en pleine poitrine. Louis a continué, son ton stable, mais chaque mot était comme un coup de couteau dans mon cœur.
Il travaillait directement sous Laurent Dubois, le père de Julien. Il détenait ce que le monde souterrain appelle le carnet noir. Le livre qui enregistrait chaque transaction non déclarée, chaque pot de vin, chaque dollar sale, chaque sombre secret de la famille Dubois et de ses partenaires. Ce carnet était suffisant pour envoyer tout l'empire Dubois en prison, assez pour détruire des dizaines d'autres chefs à travers la France. J'ai secoué la tête, incapable de croire ce que j'entendais. Mon père travaillait pour la mafia, ai-je demandé, ma voix devenant lointaine et faible. Mon père, l'homme qui m'a appris à faire du vélo, l'homme qui me racontait des contes de fées chaque nuit, l'homme qui disait que l'honnêteté était la vertu la plus importante. Cet homme travaillait pour la mafia? Louis a hoché la tête lentement. Il était l'un des plus fidèles jusqu'à ce que tout change. Louis a poursuivi, sa voix s'abaissant. Quand Pierre a trahi la famille et a tué la mère de Julien il y a 26 ans, tout s'est effondré dans le chaos. Laurent Dubois a traqué Pierre comme un fou et a commencé à se méfier de tout le monde autour de lui, même de ses hommes les plus fidèles. Daniel Dubois en savait trop. Il avait des preuves contre Pierre et Laurent. Il avait peur. Peur qu'un jour il soit tué pour le faire taire, comme tant d'autres qui avaient disparu sans laisser de traces ébranlantes. Alors, il a décidé de fuir. Il a pris le carnet noir et a disparu de Paris. Il a changé d'identité. Il a déménagé à Poitiers. Il a commencé une nouvelle vie en tant que mécanicien ordinaire. Il s'est marié. Il a eu des enfants. Il pensait que le passé était enterré pour toujours. Louis a fait une pause et le silence était comme un souffle retenu. 12 ans de paix se sont écoulés. Puis, il y a 8 ans, quelqu'un l'a retrouvé. Louis a posé une photographie sur le bureau. Une image de scène de crime que j'avais essayé d'oublier pendant 8 ans. La voiture de mes parents était écrasée et tordue, assombrie de sang, gisant au bord de la route, comme le corps d'un animal laissé briser sous un pneu. « Ce n'était pas un accident, Marie », a dit Louis, sa voix dure comme l'acier. C'était un assassinat ciblé. Le camion n'a pas perdu le contrôle. Il a délibérément percuté la voiture de vos parents à une vitesse calculée précisément pour que personne ne puisse survivre. Le chauffeur n'a jamais été retrouvé parce que c'était un tueur professionnel. Le genre d'homme qui sait disparaître comme s'il n'avait jamais existé. Le monde autour de moi a eu l'impression de s'effondrer. 8 ans. 8 ans que je pleurais un accident alors que mes parents avaient été assassinés. 8 ans que je me demandais pourquoi le destin avait été si cruel envers ma famille. Alors que quelque part, quelqu'un vivait librement après avoir volé leur vie. Qui? Ai-je murmuré, ma voix tremblant si fort que je la reconnaissais à peine. Qui a ordonné ça? Louis a regardé Julien. Julien fixait le sol. Un lourd silence a pesé sur la pièce comme une pierre de 1000 livres. « Dis-le » ai-je crié, les larmes coulant à flots. « J'ai le droit de savoir. » Louis a expiré, sa voix s'abaissant, comme un homme lisant une sentence de mort. « Nous ne pouvons pas être sûrs à 100%, mais il y a 2 possibilités. L'une est Pierre Leclerc. Il veut le carnet noir comme une arme pour se venger de la famille Dubois. L'autre est Laurent Dubois. Il voulait faire taire l'homme qui en savait trop et récupérer la seule chose qui pouvait le détruire. Je me suis tourné vers Julien, mes yeux verts brouillés de larmes, mais toujours assez vifs pour le transpercer. « Ton père » ai-je dit, ma voix brisée. « Ton père pourrait être celui qui a ordonné la mort de mes parents. » Julien n'a pas répondu. Il est resté assis là, les yeux gris orage fixés sur rien. Sa mâchoire était tellement serrée que le muscle de sa joue tressautait. Son silence s'est étiré, encore, et à chaque seconde qui passait, je sentais un nouveau morceau de mon cœur se briser. Ce silence faisait plus mal que n'importe quelle confession. Je suis sorti du bureau en courant, comme si je fuyais la vérité elle-même. La vérité qui venait d'être traînée à la lumière. J'ai dévalé le couloir et j'ai claqué la porte de la chambre avec toute la force que j'avais. Le son a résonné dans le couloir comme le tonnerre au milieu d'une tempête. Seul dans le noir, j'ai crié.
Un son rauque et déchirant qui m'a écorché la gorge et a éclaté du plus profond de ma poitrine, là où mon cœur se brisait en morceaux. J'ai commencé à détruire des choses. J'ai jeté des oreillers contre le mur. J'ai envoyé la lampe de chevet par terre, et le verre s'est brisé en fragments scintillants, à l'image de ma vie qui s'écroulait. J'ai jeté tout ce que je pouvais atteindre, comme si briser les objets autour de moi pouvait atténuer la douleur qui me rongeait. 8 ans. 8 ans à croire un mensonge. 8 ans à pleurer un accident alors que mes parents avaient été brutalement assassinés. 8 ans à me blâmer de ne pas avoir été avec eux cette nuit fatidique, me demandant si les choses auraient été différentes si j'avais été dans la voiture avec eux. 8 ans à vivre sous l'ombre d'une culpabilité imaginée, alors que le véritable tueur se promenait librement quelque part dans le monde. Sophie, ma petite sœur, morte parce que nous n'avions pas assez d'argent pour une opération cardiaque. Morte dans mes bras, murmurant des excuses pour m'avoir coûté tant de choses. De l'argent que nous aurions pu avoir si mes parents étaient encore en vie. De l'argent que mon père avait caché quelque part quand il s'enfuyait. De l'argent dont il n'avait jamais eu le temps de parler à qui que ce soit. Si j'avais su la vérité plus tôt, si j'avais trouvé cet argent, Sophie serait peut-être encore en vie. Ma sœur serait peut-être en train de rire à mes côtés en ce moment, au lieu de reposer froide sous la terre. Toute ma souffrance, chaque perte, chaque nuit où j'ai pleuré seul dans une chambre humide et louée, chaque repas que j'ai sauté pour économiser de l'argent pour les médicaments de ma sœur. Tout cela a commencé avec la décision de quelqu'un il y a 8 ans. Un ordre, un appel téléphonique et ma famille a été brisée pour toujours. Je me suis effondré sur le sol, entouré des débris que j'avais faits. Une main s'est serrée autour de mon ventre. Le bébé. L'enfant qui grandissait en moi portait le sang des Dubois. Le sang d'une famille qui aurait pu ordonner la mort de mes parents. Je portais l'héritier de l'ennemi. Un coup à la porte de la chambre m'a tiré du bord de mes pensées. Un membre du personnel domestique se tenait là, tenant un petit colis. « Quelqu'un vous a envoyé ça, madame », a dit l'employé, puis il s'est éloigné précipitamment, comme s'il craignait d'être témoin de la tempête qui faisait rage derrière mes yeux. Il n'y avait pas de nom d'expéditeur, pas d'adresse de retour. J'ai ouvert le colis avec des mains tremblantes, un instinct profond me disant que ce ne serait rien de bon. À l'intérieur, il y avait une vieille photographie en noir et blanc, jaunie par le temps, comme si elle appartenait à une autre vie. Je l'ai fixée et le monde autour de moi semblait s'arrêter de tourner. 3 hommes se tenaient côte à côte, souriant comme s'ils étaient les meilleurs amis du monde. Le premier était mon père, Daniel Dubois, plus de 20 ans plus jeune, son visage plein de vie et d'espoir que je ne lui avais jamais vu. Le deuxième était Laurent Dubois, le père de Julien. Puissant et froid, même sur une photo, mais arborant un sourire comme s'il était content de l'homme à ses côtés. Le troisième, se tenant légèrement derrière eux, était Pierre Leclerc, souriant vivement comme s'il n'avait jamais connu la haine ou le sang. 3 hommes, 2 étaient morts, l'un me traquait. Glissé avec la photographie, il y avait une note manuscrite, l'écriture nette et froide, comme une lame de rasoir sur la peau. Votre père était l'homme le plus fidèle de Laurent Dubois, puis il en a trop su, et Laurent gère les gens qui en savent trop d'une seule manière. Le père de votre mari a ordonné la mort de votre père. Que cela fait-il de dormir à côté du fils de l'ennemi, Marie? Mes larmes sont tombées sur la photographie, brouillant le visage de mon père. Il avait l'air si jeune. Il avait l'air si heureux. Il n'avait aucune idée que les 2 hommes à ses côtés décideraient du destin de toute sa famille. Aucune idée que l'un d'eux ordonnerait sa mort, tandis que l'autre utiliserait cette mort comme une arme pour torturer sa fille des années plus tard. La porte s'est ouverte en grand. Julien se tenait là, l'inquiétude lisible sur son visage, son regard balayant la pièce dévastée, avant de se poser sur moi, assise par terre au milieu des éclats de verre. « Marie, ça va ?» a-t-il demandé, sa voix rauque. Je me suis tourné vers lui et je lui ai jeté la photographie au visage avec la force qu'il me restait. « Explique !» ai-je crié.
Explique pourquoi mon père est à côté du tien comme s'ils étaient les meilleurs amis. Explique pourquoi tu ne m'as jamais rien dit. Julien s'est baissé, a ramassé la photographie par terre, et son visage est devenu pâle comme un homme qui venait de voir un fantôme de son passé. Je ne connaissais pas cette bête, a-t-il dit, sa voix se brisant. Tu ne savais pas? Tu ne savais pas? J'ai ri, un son amer qui avait le goût du poison montant dans ma gorge. Tu m'as surveillé pendant 4 mois avant que nous ne nous rencontrions. Tu savais ce que je mangeais, ce que je portais, quand je pleurais, combien d'heures je dormais chaque nuit. Mais tu ne savais pas que mon père travaillait pour ta famille. Tu me prends pour une idiote au point de croire ce mensonge? Julien s'est approché de moi, ses yeux gris orage remplis de douleur, comme si lui aussi était déchiré de l'intérieur. Je te le jure, a-t-il dit, sa voix tremblante. Je ne savais pas avant il y a quelques jours, quand Louis a commencé à fouiller, et j'avais peur. J'avais peur de te le dire. Je me suis levé et j'ai fait face à mon mari, mes yeux froids comme de la glace. Peur, ai-je dit, ma voix cinglante. Le chef mafieux le plus redouté de Paris avait peur de dire la vérité à sa femme. Face à Julien, mes yeux étaient rouges d'avoir pleuré, mais ma voix était un hiver sans aucune trace de chaleur. Dis-le, ai-je dit, dis-moi tout ce que tu sais, plus de cachettes, plus de mensonges. Julien a poussé un long soupir et s'est laissé tomber sur le bord du lit, comme si ses jambes n'avaient plus la force de le soutenir sous la tempête qui s'abattait. Il avait découvert tout cela 3 jours plus tôt, lorsque Louis avait commencé à enquêter après l'apparition de Pierre. Il ne savait pas que son père avait jamais été lié à ma famille comme ça. Il a juré qu'il n'avait pas su. Il essayait de tout vérifier avant de me le dire. Il ne voulait pas que je souffre si la vérité n'était pas certaine. J'ai eu un rire dur, le son éclatant d'une gorge pleine d'amertume. Tu ne voulais pas que je souffre. Regarde-moi, Julien, regarde-moi. Est-ce que je ne souffre pas? Est-ce que je ne suis pas en train de m'effondrer? Puis j'ai explosé. Chaque once de douleur que j'avais retenue pendant 8 ans, se déversant comme de la roche en fusion d'un volcan. Les secrets de ta famille ont tué mes parents. Sophie et moi avons grandi comme des orphelines à cause du monde de ton père. J'ai abandonné mes études et je suis allé travailler à 19 ans alors que mes amis choisissaient leurs universités. J'ai occupé 3 emplois à la fois, dormi 4 heures par nuit, mangé un repas par jour juste pour que Sophie puisse rester à l'école et avoir ses médicaments. J'ai regardé ma sœur mourir lentement parce que nous n'avions pas assez d'argent pour son opération cardiaque. J'ai tenu Sophie dans mes bras quand elle a rendu son dernier souffle et je me suis excusé auprès d'elle parce que j'avais échoué. J'ai tout perdu. Tout à cause de la famille Dubois. Julien s'est levé et maintenant sa voix a commencé à trembler, elle aussi, ses yeux gris orage s'enflammant avec la douleur qui montait en lui. Ma mère est morte aussi, Marie. J'ai vécu cette même obscurité, cachée pendant que tout ce que j'aimais était volé. Nous sommes tous les deux des survivants des mêmes décombres. J'ai secoué la tête, les larmes coulant toujours. Mais ma voix était dure comme l'acier. C'est différent, complètement différent. Ta famille a le pouvoir, l'argent, une armée d'hommes pour te protéger, des gens qui cuisinent, des gens qui nettoient, des gens prêts à mourir pour toi. Qu'est-ce que ma famille avait? Rien. Tu as grandi dans un manoir avec des domestiques autour de toi. J'ai grandi en occupant 3 emplois pour nourrir ma sœur, en dormant par terre parce que je ne pouvais pas me payer un lit, en marchant des kilomètres parce que je n'avais pas de quoi prendre le bus. Tu as perdu ta mère, mais tu avais toujours ton père, ton empire, ton avenir. J'ai perdu mes parents et j'ai tout perdu. Ne compare pas ta douleur à la mienne. Julien s'est rapproché, tendant la main vers ma main tremblante. Marie, s'il te plaît, a-t-il dit, sa voix épaisse comme un homme suppliant pour le pardon. Mais je me suis reculé, esquivant sa main comme si j'esquivais une lame. Ne me touche pas, silence. Douleur, l'air dans la pièce est devenu si lourd qu'il était difficile de respirer. Julien est resté là,
sa main toujours tendue dans l'espace entre nous, comme figée par les 4 mots qui venaient de quitter ma bouche. « Qu'est-ce que tu dis ?» a-t-il demandé, sa voix étranglée. « Tu veux partir ?» Je l'ai regardé, les larmes coulant toujours sur mes joues, mais ma voix était hivernale, sans une trace de chaleur. Je ne sais plus ce que je veux. Je ne sais plus ce que je peux encore croire. Je sais seulement que chaque fois que je te regarderai, je penserai à ton père. Et chaque fois que je penserai à ton père, je me souviendrai qu'il pourrait avoir ordonné la mort de mes parents. Je ne peux pas vivre comme ça. J'ai pris mon manteau sur le cintre et je me suis dirigé vers la porte. Julien s'est rapidement interposé, ses bras écartés, comme s'il pouvait me retenir par la seule force de sa volonté. « Tu portes notre enfant, » a-t-il dit, sa voix rendue rauque par le désespoir. « Tu ne peux pas y aller seul en ce moment. C'est dangereux. Pierre est dehors. » J'ai plongé mon regard dans ses yeux gris, mon regard acéré comme un couteau. « Dangereux? Je vis dans le danger depuis le jour où mes parents sont morts. Je ne savais juste pas que la famille de mon mari en était la source. Je l'ai poussé et je suis sorti, sans me retourner une seule fois. Julien est resté seul dans la pièce dévastée, regardant la porte se refermer devant lui, sa main serrée autour de cette vieille photographie. Son père, mon père et Pierre, 3 hommes debout ensemble, comme les plus proches des amis. Aucun d'eux ne savait que l'image deviendrait une malédiction pour la génération suivante. Pour la première fois depuis qu'il m'avait rencontré, Julien Dubois, le plus puissant des chefs mafieux de Paris, s'est senti complètement impuissant. Pour la première fois, il avait vraiment peur, non pas d'un ennemi, non pas de la mort, mais de me perdre. De perdre la femme qui lui avait appris à aimer à nouveau. Et il ne savait pas que dehors, dans l'obscurité, Pierre Leclerc observait chacun de mes pas, un sourire froid aux lèvres. J'ai conduit sans but dans les rues de Paris, les lumières de la ville s'estompant à travers mes larmes. Je ne savais pas où j'allais jusqu'à ce que la voiture s'arrête devant la boulangerie de Sophie. Le seul endroit au monde où je me sentais en sécurité, le seul endroit qui conservait encore le souffle de ma sœur. J'ai ouvert la porte et je suis entré, sans allumer les lumières, sans rien faire du tout, juste assise seule dans le noir comme un fantôme parmi les tables vides. L'odeur de vanille et de beurre flottait encore dans l'air, imprégnée dans chaque brique, chaque mur. L'odeur de Sophie, l'odeur du rêve que les 2 sœurs avaient un jour construit ensemble. L'odeur des jours où je croyais encore que la vie pouvait être belle. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour mes parents, volés de la manière la plus cruelle. Alors que j'avais été assez naïve pour croire que ce n'était qu'un accident. J'ai pleuré pour Sophie, ma petite sœur, partie trop tôt parce que je n'avais pas eu assez d'argent pour la sauver. J'ai pleuré pour moi-même, la fille orpheline qui s'était battue pendant 8 ans pour découvrir que ma vie était une chaîne de mensonges. J'ai pleuré pour l'enfant qui grandissait en moi, une petite vie pas encore née, déjà forcée de porter les péchés des générations précédentes. J'ai pleuré pour un amour dont je ne savais plus si je pouvais faire confiance. Quand les larmes se sont finalement taries, j'ai levé la tête et j'ai regardé la photographie de Sophie sur le mur. Le visage de ma sœur souriait dans la faible lumière d'une bougie que je venais d'allumer. « Qu'est-ce que je suis censé faire, Sophie ?» ai-je murmuré à l'image comme si ma sœur était toujours là, toujours à l'écoute. Je l'aime. J'aime tellement Julien. Ça fait mal, tellement que je ne peux plus respirer quand je pense à le perdre. Mais sa famille pourrait être la raison pour laquelle nous avons tout perdu. Son père pourrait être celui qui a ordonné la mort de nos parents. Suis-je censé pardonner les péchés des morts? Puis-je aimer le fils de l'ennemi? Puis-je regarder un jour dans les yeux de mon enfant et dire que son grand-père a peut-être tué ses autres grands-parents? Silence, seulement le tic-tac de l'horloge sur le mur et le son de mon propre cœur battant dans ma poitrine. Puis, comme si Sophie me répondait de loin, je me suis souvenu de ce que ma sœur avait dit dans ces derniers jours. Ma sœur ne laisse pas le passé décider de l'avenir. Nous ne pouvons pas choisir où nous sommes nés, mais nous pouvons choisir comment nous vivons. Un coup soudain à la porte m'a fait sursauter
ma main cherchant le couteau à gâteau sur le comptoir. « Qui est là » ai-je appelé, ma voix tremblante même si j'essayais de la forcer à être stable. La voix de Jeanne, la cousine de Julien, est venue de l'extérieur, familière et teintée d'irritation. « C'est moi. Ouvre la porte avant que je ne brise la serrure. » J'ai laissé échapper un souffle. J'ai ouvert la porte et j'ai laissé la femme entrer. Jeanne a regardé autour de la boulangerie, plongé dans l'obscurité, puis m'a examiné avec un regard vif et scrutateur. « Tu es assise seule dans le noir comme un fantôme. » Je n'ai pas souri. « Pourquoi es-tu là? Julien t'a envoyé. » Jeanne s'est assise sur la chaise en face de moi, le visage sérieux. Le froid habituel de son expression avait disparu. « Personne ne m'a envoyé. Je suis venu de mon propre chef parce qu'il est assis dans le noir chez lui. » Oui, tout comme toi. Deux idiots amoureux à en mourir, mais trop fiers pour admettre que vous êtes tous les deux terrifiés. Puis Jeanne a commencé à parler, sa voix s'abaissant comme si elle ouvrait un vieux livre couvert de poussière. Sais-tu ce qu'était Julien après la mort de sa mère? Il n'a pas dit un seul mot pendant 2 ans. 2 ans, Marie. Un enfant de 10 ans, silencieux au monde entier. Ne pleurant pas, ne riant pas, n'appelant personne par son nom. Il a construit des murs si hauts que personne ne pouvait le toucher. Personne ne pouvait voir l'enfant mourant à l'intérieur. Il est devenu froid, impitoyable. Il ne faisait confiance à personne. Il n'aimait personne. Laurent a essayé de le tirer de là et a échoué. J'ai essayé et j'ai échoué aussi. Le monde entier a essayé, mais Julien Dubois avait fermé la porte de son cœur pour toujours. Jeanne m'a regardé droit dans les yeux, et pour la première fois, son regard contenait une sincérité brutale, à découvert. Jusqu'à ce qu'il te rencontre, tu as été la seule personne à franchir ce mur. Tu as fait ce que personne n'avait pu faire en 26 ans. Tu as fait de Julien Dubois, le chef mafieux le plus froid de Paris, à nouveau croire en l'amour. Jeanne a tendu la main vers la mienne, sa poigne chaude et ferme. Je ne te dis pas de lui pardonner tout de suite. Je ne te dis pas d'oublier ce que la famille Dubois a fait. Mais tu dois savoir que Julien n'est pas Laurent. Il a passé toute sa vie à essayer de devenir quelqu'un de différent de son père, à essayer de racheter des péchés qu'il n'avait même pas commis. Pierre essaye de vous déchirer. Ne le laisse pas gagner. Ne le laisse pas prendre la seule chose qui donne encore envie à Julien de vivre. J'ai expiré, épuisé jusqu'à l'os. Je ne sais pas, j'ai besoin de temps. Jeanne a hoché la tête et s'est levée, prête à partir. Le temps est quelque chose que tu as. Mais ne prends pas trop de temps parce que dans ce monde, le temps est le luxe le plus rare. Et tout le monde n'a pas la chance de l'avoir. Jeanne avait à peine franchi la porte que mon téléphone a vibré, l'écran s'éclairant dans l'obscurité. Un message du numéro inconnu avec une photo en pièce jointe. J'ai ouvert et mon cœur a semblé s'arrêter. Rosalie, la gentille domestique aux mains toujours chaudes et au rire doux, était ligotée à une chaise. La bouche scellée par du ruban adhésif, ses vieux yeux écarquillés de peur. Les mots en dessous ressemblaient à une sentence de mort. « Vous voulez la vieille dame vivante? Venez à l'église Saint-Michel seul. Pas de police, pas de Dubois. Vous avez 2 heures. » J'ai fixé la photo de Rosalie sur l'écran de mon téléphone, mes mains tremblant si fort que j'ai failli le laisser tomber. Rosalie, la femme de ménage aux cheveux argentés et au doux sourire. La femme qui m'avait accueilli dans la maison Dubois, les bras ouverts quand j'étais encore une simple domestique. La femme qui m'avait préparé de la bouillie de poulet quand j'étais malade. Qui s'était assise à mon chevet en racontant des histoires sur Julien enfant pour que je le comprenne mieux. La femme qui avait pleuré de bonheur en apprenant que j'étais enceinte, disant qu'enfin il y aurait des rires d'enfants dans cette froide demeure. Rosalie était innocente. Elle n'avait rien à voir avec les péchés de Laurent, rien à voir avec la vengeance de Pierre. Elle n'était qu'une vieille femme qui aimait la famille Dubois comme la sienne. Et maintenant elle était ligotée, sa bouche scellée, la peur emplissant ses yeux. Tout à cause de moi, à cause d'une guerre que je n'avais jamais choisi de rejoindre. J'ai regardé le téléphone.
Mon esprit tiraillait entre deux choix. Le premier était d'appeler Julien. Il mobiliserait tout. Des dizaines d'hommes armés afflueraient à l'église Saint-Michel en quelques minutes. Mais Pierre avait été clair. Pas de Dubois, pas de police. Si Julien venait avec son armée, Rosalie pourrait être morte avant qu'il ne franchisse la porte. L'autre choix était d'y aller seul, d'affronter Pierre, de gagner du temps, de trouver un moyen de sauver Rosalie à tout prix. J'ai posé une main sur mon ventre où le bébé grandissait jour après jour. J'étais enceinte. Je risquais non pas une, mais deux vies. Un faux pas, et l'enfant et moi pourrions ne plus jamais revoir la lumière du soleil. Mais je ne pouvais pas laisser Rosalie mourir. Je ne pouvais pas rester ici en sécurité pendant que la femme qui m'avait aimé comme une fille était torturée quelque part. Si je le faisais, je ne me le pardonnerais jamais. J'ai trouvé une feuille de papier et un stylo dans le tiroir sous la caisse. Je me suis assise et j'ai écrit à la hâte des lignes tremblantes. Julien, si tu lis cette lettre, cela signifie que je suis parti rencontrer Pierre. Rosalie a été enlevée. Je n'ai pas d'autre choix. Je suis désolé pour les choses que j'ai dites. Je suis désolé de t'avoir douté, de t'avoir regardé avec les yeux d'un ennemi au lieu des yeux d'une femme qui aime son mari. Mais je ne suis pas désolé pour ça, parce que Rosalie mérite d'être sauvée, parce que je ne pourrais pas vivre avec moi-même si elle meurt alors que j'aurais pu faire quelque chose. Si je ne reviens pas, sache que je t'aime. Je t'aime plus que je ne peux l'exprimer avec des mots. Et parle-moi de notre enfant. Dis-leur que leur mère n'a jamais abandonné les gens qu'elle aimait, même si cela lui a coûté la vie. Pour toujours tienne, Marie. J'ai déposé la lettre sur le comptoir de la boulangerie, juste sous la photographie de Sophie, où quelqu'un la trouverait si je ne revenais pas. Puis j'ai pris une profonde inspiration. Je suis sorti, je suis monté dans ma voiture et j'ai roulé dans la nuit. J'ai serré le volant, mes yeux fixés sur la route sombre devant moi. Je ne savais pas ce qui m'attendait à l'église Saint-Michel. Je ne savais pas ce que Pierre voulait de moi. Le carnet noir, ma vie, ou simplement le plaisir de me regarder souffrir. Mais je savais une chose. Je n'étais pas impuissante. Je n'étais plus cette fille faible du passé. J'avais survécu 8 ans seul après avoir perdu mes parents. J'avais élevé Sophie avec 3 emplois à la fois. J'avais enduré la faim, l'épuisement, le désespoir. Je m'étais relevé chaque fois que je tombais, même quand il n'y avait plus aucune raison de se relever. Je n'étais pas une princesse attendant d'être sauvée. J'étais Marie Dubois et j'allais me battre. Qu'auriez-vous fait à ma place? Laissant mon mari et mon enfant à naître derrière moi pour affronter seul un homme qui avait déjà détruit tant de vies. C'est le genre de choix qui vous ronge l'âme. Au même moment, dans l'hôtel particulier des Dubois, Julien faisait les 100 pas dans son bureau comme un animal en cage. Il a appelé Marie une première fois, pas de réponse. La deuxième fois, toujours rien. La troisième, la quatrième, la cinquième. Le téléphone sonnait encore et se coupait sans une seule voix à l'autre bout. L'inquiétude montait dans sa poitrine comme une marée montante. Il a appelé Jeanne, sa voix pressante. « Jeanne, où est Marie? »« Elle est à la boulangerie, » a dit Jeanne. « Je suis parti il y a 30 minutes. Elle va bien. Elle a juste besoin de temps seul. » Julien a immédiatement appelé la boulangerie de Sophie. Ça a sonné. Pas de réponse. Il a rappelé. Toujours pas de réponse. Son cœur a commencé à battre de manière irrégulière. Les instincts d'un homme qui avait vécu en danger toute sa vie criaient que quelque chose n'allait pas. Il a appelé Théo, le chef de la sécurité, sa voix toujours froide mais teintée de panique. « Allez à la boulangerie de Sophie tout de suite. » 15 minutes se sont écoulées, aussi longues que 15 ans. Puis le téléphone de Julien a vibré, le nom de Théo s'affichant à l'écran. « Patron !» a dit Théo, sa voix inhabituellement tendue. « Elle n'est pas ici, mais il y a une lettre. Et Rosalie a disparu depuis 2 heures. Le personnel a dit qu'elle était sortie acheter des provisions et qu'elle n'était jamais revenue. » Julien a eu l'impression que quelqu'un lui avait donné un coup de poing en pleine poitrine. « Lis la lettre », a-t-il ordonné. Théo a lu chaque mot, chaque phrase. Et à chaque mot, le sang de Julien est semblé se glacer.
Marie affrontait Pierre seul. Marie portait son enfant et il ne savait pas où elle était. L'ancienne église Saint-Michel se dressait à la périphérie de la ville comme un fantôme du passé, longtemps abandonné et oublié par le temps. Les murs de pierre étaient tachetés de mousse et de taches d'humidité. Les vitraux brisés laissaient des brèches par lesquelles le vent nocturne s'engouffrait, vif et froid. Le clocher penchait comme s'il allait s'effondrer, suspendu de travers contre le ciel noir comme une menace silencieuse. Je suis entré, mon cœur battant sauvagement dans ma poitrine, chaque pas résonnant sur le sol en pierre glacée comme un tambour funèbre. La lumière d'une bougie vacillait depuis un vieil autel à l'extrémité de l'église. De minuscules flammes tremblantes comme les âmes des morts. L'obscurité engloutissait chaque recoin, cachant des secrets et des dangers que je ne pouvais pas voir. Puis j'ai vu Rosalie. La pauvre domestique était ligotée à une chaise en bois près de l'autel. Sa bouche scellée par du ruban adhésif, ses vieux yeux écarquillés de terreur quand elle m'a vu. Rosalie a secoué la tête frénétiquement, essayant de me signaler de fuir. Des sons étouffés de protestations désespérées emprisonnés derrière le ruban adhésif, mais il était déjà trop tard. Une voix a glissé des ombres, froides et lentes, comme un serpent se déplaçant sur des feuilles sèches. Pile à l'heure, j'aime les gens ponctuels. Pierre Leclerc est sorti de derrière un pilier de pierre, prenant forme comme un fantôme surgissant de l'enfer. 60 ans, grand et maigre, les cheveux argentés soigneusement coiffés en arrière, et des yeux de la couleur de la glace, les yeux que Julien avait décrits, les yeux qui avaient regardé sa mère tomber 26 ans plus tôt sans un clignement. Il portait un coûteux costume noir et des gants de cuir, comme s'il arrivait à un dîner mondain, au lieu d'enlever une innocente vieille femme. « Marie Dubois », a-t-il dit, penchant la tête en m'étudiant comme un objet de collection rare. « Non, Marie Dubois Julien, maintenant, fille de Daniel Dubois, femme de Julien Dubois, et porteuse de la prochaine génération Dubois. » Son sourire s'est affiné. « Parfait. » J'ai forcé ma voix à rester stable, même si mon cœur menaçait d'exploser. Laissez Rosalie partir, elle n'a rien à voir avec ça. Pierre a eu un léger rire, le son résonnant à travers l'église vide comme quelque chose venant de la tombe. Tout le monde est impliqué dans ce monde, petite fille. Rosalie a élevé Julien depuis l'enfance, a essuyé ses larmes quand sa mère est morte, lui a appris à continuer à vivre quand il voulait mourir. Elle est de la famille Dubois, et la famille Dubois m'a tout pris. « Que voulez-vous » ai-je demandé, ma voix plus ferme que je ne m'y attendais. « Le carnet noir » Pierre a penché la tête, un éclair de surprise a traversé ses yeux glacés. « Vous connaissez le carnet noir? Bien, ça fait gagner du temps. » Son regard s'est aiguisé. « Alors, savez-vous où il est? » J'ai secoué la tête. « Je ne sais pas. Mon père est mort quand j'avais 19 ans. Il ne m'a jamais rien dit à ce sujet. » Pierre a expiré, la déception se lisant sur son visage ridé. « Dommage, j'espérais que vous seriez plus utile. » Puis il a poursuivi, son ton presque décontracté, comme s'il parlait du temps. « D'ailleurs, le carnet n'est qu'un prix secondaire. Celui qui le veut vraiment n'est pas moi. » J'ai froncé les sourcils. « Qui ?» Pierre a souri. Un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Le sourire d'un homme qui était mort il y a longtemps et n'avait laissé qu'un corps qui continuait de marcher. Victor Caron, c'est lui qui tire les ficelles de l'ombre. Je ne suis qu'une pièce qu'il a engagée pour jouer à ce jeu. J'ai eu froid, comme si quelqu'un m'avait jeté de l'eau glacée sur la tête. Caron, je pensais que vous étiez alliés. Pierre a ri bruyamment et amèrement, le son ricochant sur les murs de l'église. Allié, vous pensez que j'ai choisi de travailler avec ce serpent venimeux. Caron m'a trouvé il y a 6 mois, alors que je me cachais en Europe, essayant d'oublier le passé. Il avait des informations sur Isabelle, sur l'enfant que je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer, sur l'endroit où ils étaient enterrés, un endroit que je n'ai jamais pu trouver. Il m'a menacé, m'a forcé à revenir à Paris,
m'a forcé à être une marionnette dans son spectacle. Ses yeux se sont rétrécis. Tout ça pour qu'il puisse détruire Julien Dubois et prendre l'Empire pour lui-même. J'ai commencé à comprendre toute l'image. Alors Caron est le véritable cerveau. Et vous? Vous n'êtes qu'un outil. Pierre m'a coupé, sa voix soudain glaciale. Et moi, je ne veux qu'une chose. Voir la famille Dubois souffrir comme j'ai souffert pendant 26 ans. Voir Julien perdre la femme qu'il aime, de la même manière que j'ai perdu Isabelle. Il m'a regardé droit dans les yeux, ses yeux bleus glacés, comme s'il pouvait geler mon âme. Et vous, vous êtes l'arme parfaite pour ça. La fille de Daniel Dubois, la femme de Julien Dubois, portant le petit enfant de Laurent. Vous tuer détruira complètement Julien. Un bruit venant des portes de l'église nous a fait nous tourner tous les deux. Le regard de Pierre s'est aiguisé, sa main se déplaçant vers le pistolet à son dos. On dirait que nous avons un invité inattendu. J'ai regardé vers l'entrée et mon cœur a manqué un battement. Une silhouette familière est sortie de l'obscurité, des yeux gris orage brûlant dans la lumière vacillante des bougies, son visage glacé, la rage à peine contenue en dessous. Julien est entré dans l'église. Louis et Théo derrière lui comme deux ombres fidèles. Mais il ne portait pas d'armes, pas d'armée. Ok, d'armée. Pas des dizaines de tireurs attendant devant les portes. Juste lui et les deux hommes en qui il avait le plus confiance. Entrant dans la tanière de l'ennemi les mains vides, comme s'il était venu pour des pourparlers de paix, au lieu d'affronter l'homme qui avait assassiné sa mère. Pierre a eu un sourire mince, son rire résonnant à travers l'église abandonnée, comme quelque chose surgissant de l'enfer. Julien Dubois, mon cher garçon, cela fait 26 ans, n'est-ce pas? 26 ans depuis cette nuit. Julien a fixé Pierre, des yeux gris orage remplis d'une haine forgée pendant près de 3 décennies. 26 ans depuis que vous avez tué ma mère. J'ai longtemps attendu ce jour, Pierre. Longtemps pour vous regarder dans les yeux et demander pourquoi. Pierre a hoché la tête lentement, et pour la première fois, son visage n'était pas froid. Il portait une profonde lassitude épuisée. Je sais, et j'attendais, moi aussi. Puis il a commencé à parler, sa voix basse et lointaine, comme s'il décrivait une vie qui appartenait à quelqu'un d'autre. Savez-vous pourquoi j'ai tué votre mère? Pas pour l'argent, pas pour le pouvoir, pas pour quoi que ce soit que ce monde valorise. Pour Isabelle. La mâchoire de Julien s'est serrée, le muscle tressautant fortement. Ma tante, je connais déjà cette histoire. Pierre a secoué la tête et le bleu glacial de ses yeux a soudainement contenu une tristesse infinie. Vous ne la connaissez pas. Vous ne connaissez que la version de Laurent. La version qu'il voulait que vous croyiez. Laissez-moi vous dire la vérité. La vérité que personne n'a osé prononcer. Il a pris une inspiration. J'ai aimé Isabelle dès le premier jour où je l'ai vue entrer dans le manoir du bois. Elle avait 20 ans, belle comme un ange avec des yeux clairs comme un lac d'automne et un sourire qui pouvait faire fondre même le cœur le plus froid. Et elle m'aimait, elle aussi. Elle m'aimait d'un amour pur que je ne méritais pas. Sa voix s'est rauque, mais Laurent ne l'aurait pas permis. Pour lui, je n'étais qu'un homme de main, un serviteur en dessous d'eux, indigne de toucher la noble belle-sœur de son puissant chef. Il a interdit à Isabelle de me voir, la garder à l'intérieur comme une prisonnière, et surveiller chacun de ses pas comme si elle était une propriété au lieu d'un être humain. Le regard de Pierre s'est porté vers le haut, perdu dans la mémoire. Mais nous trouvions toujours des moyens de nous rencontrer les nuits de pleine lune. Nous jurions toujours que nous serions ensemble, même si le ciel s'effondrait. Et Isabelle est tombée enceinte. Pierre a continué, sa voix tremblante, la première véritable émotion brisant la glace de 26 ans. Quand Laurent l'a découvert, il est devenu fou comme un animal pris au piège sans nulle part où fuir. Il a dit que le bébé était une honte pour la famille, une tâche qui ne pourrait jamais être effacée. Il a exigé qu'Isabelle mette fin à la grossesse. Elle a refusé. Elle a dit qu'elle préférerait mourir plutôt que de tuer son enfant.
Pierre s'est arrêté, a pris une profonde inspiration, comme s'il essayait d'avaler la douleur qui lui était restée coincée dans la gorge pendant 26 ans. Alors, il a réglé ça autrement. Une nuit, Isabelle a été emmenée. Je n'ai pas eu le droit de lui dire au revoir. Je n'ai pas eu le droit de la voir une dernière fois. Le lendemain matin, ils m'ont dit qu'elle avait fait une fausse couche et était morte d'une hémorragie. Mais je savais la vérité. Laurent l'a tuée, a tué mon enfant, a tué tout ce que j'avais dans ce monde. Des larmes ont coulé sur les joues de Pierre, et pour la première fois, la glace dans ses yeux bleus a fondu en 2 rivières de chagrin. Je l'ai supplié. Je me suis mise à genoux comme un chien et j'ai supplié. Mais Laurent s'est contenté de rire. Il m'a dit que je devais connaître ma place. Il a dit qu'Isabelle méritait ce destin pour avoir osé aimer quelqu'un en dessous d'elle. La voix de Pierre est devenue creuse. Alors j'ai juré que je prendrais la chose qu'il aimait le plus au monde. Votre mère était l'épouse bien-aimée de Laurent. Alors Il n'a pas fini. Il n'en avait pas besoin. Je me suis placé entre les 2 hommes, ma voix tremblante mais claire. Monsieur Pierre, vous avez perdu Isabelle. Vous avez perdu votre enfant. Je comprends cette douleur. J'ai perdu mes parents. J'ai perdu ma sœur, Sophie. J'ai perdu tout ce que j'aimais. Mais tuer ne les ramènera pas. La vengeance ne guérit pas la blessure. Elle ne fait que créer plus d'orphelins, plus de cœurs brisés, plus de spirales de haine qui ne finissent jamais. Pierre m'a regardé, la surprise lisible sur son visage. Vous défendez la famille qui a peut-être tué vos parents? J'ai secoué la tête. Je ne défends pas Laurent. Il est mort. Il a payé pour ses péchés. J'essaie de sauver les gens qui sont encore en vie. Rosalie est innocente. Ce n'est qu'une vieille femme qui aime sa famille. Julien n'est pas son père. Il a passé toute sa vie à essayer d'être quelqu'un d'autre. Et l'enfant dans mon ventre, j'ai pressé une main sur mon estomac, ne mérite pas de payer pour les péchés des morts. Pierre m'a regardé, puis mon ventre, et quelque chose a changé dans ses yeux. Vous êtes enceinte, a-t-il murmuré. Isabelle était comme ça, aussi. Un petit ventre, des yeux brillants, pleins d'espoir pour l'avenir. Il s'est détourné, sa voix lasse, comme un homme qui avait vécu trop longtemps. J'ai passé 26 ans à courir après la vengeance, et ça ne fait toujours pas moins mal. Peut-être avez-vous raison, peut-être que la vengeance ne résout rien. À cet instant précis, un coup de feu a déchiré l'air. Pierre a titubé et a regardé son épaule, le sang fleurissant sur son costume noir comme une fleur mortelle qui s'ouvre. Une voix familière est venue de l'entrée arrière de l'église, froide et venimeuse. « Dommage, Pierre, tu en savais trop et tu commençais à t'adoucir. » Un rire silencieux. Je déteste les hommes doux. Victor Caron est entré, le pistolet fumant toujours dans sa main, un sourire cruel se répandant sur ses lèvres comme un serpent qui avait trouvé sa proie. Maintenant, nous pouvons parler sérieusement. Caron est entré dans l'église avec l'aisance arrogante d'un homme qui croyait la victoire déjà dans sa poche. 5 hommes armés le suivaient de près, leurs armes braquées droit sur le groupe debout dans la nef. Pierre gisait sur le sol de pierre froide, le sang coulant de la blessure à son épaule et se répandant en une mer sombre. Il respirait encore, mais mourait seconde après seconde. Caron a donné un coup de pied à Pierre avec sa chaussure, comme s'il donnait un coup de pied à un chien errant dans la rue, sa voix dégoulinante de mépris. Vieil idiot, croyait-il vraiment que j'avais besoin de lui? Il n'était qu'un appât pour distraire Julien, pour le faire chasser le fantôme de son passé pendant que je mettais tout en place. Puis il s'est tourné vers Julien et moi avec un sourire venimeux. Et maintenant, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Julien Dubois, le patron le plus puissant de Paris, sa belle femme, et le futur héritier qui grandit dans son ventre. Ses yeux brillaient. Si Julien remet l'Empire, peut-être que je serai généreux et que je laisserai sa femme vivre. Julien a réagi instantanément, me poussant derrière lui et utilisant son corps comme un bouclier, se plaçant entre moi et les bouches de pistolets braqués dans notre direction. Continue à rêver, Caron.
Tu crois que je remettrais quoi que ce soit à un serpent comme toi? Caron a ri, le son résonnant à travers l'église abandonnée comme un corbeau annonçant un présage. Pas le remettre. Très bien. Il a levé son arme et l'a pointé droit sur moi, derrière Julien. Et si je tire sur ta femme, tire sur l'enfant qu'elle porte, es-tu sûr de vouloir risquer leur vie pour ton orgueil? La mâchoire de Julien s'est serrée, ses poings se crispant jusqu'à ce que les jointures deviennent blanches. Louis et Théo se tenaient de chaque côté, tendus, leurs mains effleurant déjà les armes à leur dos, mais ils n'osaient pas bouger. Ils étaient en infériorité numérique, 5 contre 3, et j'étais juste dans la ligne de tir. Un faux pas et je pouvais mourir instantanément. Je suis sorti de derrière Julien malgré sa tentative de m'arrêter, faisant face à Caron directement, les yeux ne tremblant pas. « Vous voulez le carnet noir? » L'église est tombée dans le silence. Caron a froncé les sourcils, la surprise traversant son visage acéré. « Vous savez où il est? » J'ai hoché la tête lentement. « Oui, mon père l'a caché avant de mourir, et il m'a dit où il était. » Julien m'a regardé sous le choc parce que je ne lui avais jamais dit ça. Jamais même ne l'avait suggéré une seule fois. Caron a baissé un peu son pistolet, la cupidité éclairant ses yeux comme un loup repérant une proie. « Alors dites-le, où est-il? » J'ai soutenu son regard, ma voix ferme. « Laissez Rosalie partir d'abord, puis je vous le dirai. » Caron a hésité, pesant la cupidité contre la prudence, puis a fait signe à l'un de ses hommes. Rosalie a été détachée. Elle a trébuché sur ses jambes tremblantes et s'est dirigée vers Julien, les larmes aux yeux. Louis s'est précipité pour la soutenir et l'a tirée derrière eux, la protégeant des canons des armes. Caron s'est tourné vers moi, l'impatience aiguisant son ton. « Fait, votre vieille dame est en sécurité. Maintenant, parlez. » J'ai pris une profonde inspiration. Le carnet noir est à l'intérieur de la boîte à musique de ma sœur. Mon père l'y a caché avant de mourir, dans un compartiment secret sous la base de la boîte. Je m'en suis souvenu quand j'ai réentendu la mélodie familière. Il est au manoir du bois, dans ma chambre. Caron a rejeté la tête en arrière et a ri, le triomphe lisible sur son visage. Bien, très bien, enfin, quelqu'un dans cette famille s'est coopéré. Il a aboyé des ordres à ses hommes armés. 2 d'entre vous restent ici et les surveillent. Tirez si quelqu'un bouge le moindrement. Les autres, venez avec moi au manoir. Caron est parti avec 3 des hommes armés, en laissant 2 derrière pour garder le groupe de Julien à l'intérieur de l'église. Alors que les bas s'éloignaient, Julien s'est penché près de moi et a murmuré. « Tu as menti, ou le carnet est-il vraiment là? » J'ai fait un petit hochement de tête, ma voix assez basse pour que seul lui puisse entendre. Je m'en suis souvenu la nuit dernière quand j'ai entendu la boîte à musique et que j'ai pensé aux derniers mots de mon père. Il l'a caché là pendant 8 ans, juste devant moi, et je ne savais rien. Je t'expliquerai plus tard. Puis j'ai regardé vers Pierre, gisant immobile sur le sol, le sang s'accumulant toujours sous lui. Il faut le sauver. Julien a regardé Pierre, l'homme qui avait tué sa mère, l'homme qui avait hanté ses rêves pendant 26 ans, l'homme qu'il avait juré de tuer de ses propres mains, maintenant qu'il était en train de mourir sur le sol d'une église, à quelques minutes de la mort. 26 ans de haine, 26 ans à attendre ce moment. Et maintenant, le moment était arrivé. Son ennemi s'éteignait juste devant lui. Et tout ce que Julien avait à faire était de rester là et de regarder, et ce serait fini. Les yeux de Pierre ont flotté, s'ouvrant. Il a regardé Julien avec des yeux bleus déjà ternes, sa voix un faible râle. « Je suis désolé pour ta mère. J'avais tort. La vengeance n'a pas ramené Isabelle. Elle n'a fait de moi qu'un monstre. » Sa respiration s'est saccadée. « Ne sois pas comme moi, Julien. Ne laisse pas la haine te ronger comme elle m'a rongé. » Puis ses yeux se sont refermés, sa respiration s'amenuisant. Julien est tombé à genoux à côté de Pierre, non pas pour l'achever, mais pour vérifier son pouls. « Appelle une ambulance. » Louis l'a regardé, stupéfait,
comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il venait d'entendre. « Patron, il a tué ta mère. Il mérite de mourir. » Julien a regardé dans mes yeux verts remplis de confiance et d'espoir. Puis il a regardé à nouveau Pierre. « Je sais, mais je ne veux pas que mon enfant grandisse en sachant que son père est le genre d'homme qui a laissé quelqu'un mourir alors qu'il aurait pu le sauver. Je ne veux pas devenir ce que mon père était. » Après que les deux hommes armés de Caron aient été neutralisés par les renforts que Louis avait secrètement appelés plus tôt, Julien et moi nous sommes précipités vers la voiture et avons filé vers le manoir du bois. Caron était en route pour prendre le carnet noir. Nous devions le battre. Nous devions arriver les premiers pour nous préparer à ce qui allait arriver. Dans la voiture, je lui ai raconté le rêve de la nuit précédente, le rêve qui m'avait fait tout me souvenir. Dans ce rêve, je me voyais à 19 ans, debout à côté du lit d'hôpital de mon père dans une pièce froide et aveuglante de blancheur. Mon père était allongé là, son visage vidé de couleur à cause de la perte de sang après l'accident. Mais ses yeux s'étaient illuminés quand il m'avait vu. Il m'avait tenu la main, sa voix faible, mais chaque mot était clair, comme s'il essayait de transmettre la seule chose la plus importante qu'il dirait jamais. N'oublie pas la boîte à musique, Marie. Garde-la pour ton père. Ne la perds jamais, quoi qu'il arrive. Un jour, tu comprendras. Puis mon père avait fermé les yeux et ne les avait plus jamais ouverts. Je m'étais réveillé les larmes aux joues, et à ce moment-là, en équilibre sur la ligne mince et floue entre le rêve et la réalité, j'avais compris. Mon père avait caché le carnet noir à l'intérieur de la boîte à musique. Pendant 8 ans, il avait été juste devant moi, voyageant avec moi à travers d'innombrables déménagements, d'innombrables chambres louées misérables, d'innombrables nuits de faim. Je l'avais gardé comme le dernier souvenir de ma famille, sans jamais savoir qu'il contenait un secret assez puissant pour détruire un empire entier. Nous avons atteint le manoir 10 minutes avant Caron. J'ai couru à l'étage jusqu'à la chambre. J'ai trouvé la vieille boîte à musique sur l'étagère à côté du lit. Je l'ai ouverte et la mélodie familière a commencé à jouer. Mon petit soleil, mon seul soleil. La chanson que ma mère me chantait pour m'endormir. La chanson que Sophie adorait. La chanson des jours de bonheur qui étaient partis. Des larmes ont coulé sur mes joues tandis que je retournais la boîte, cherchant avec des doigts tremblants, et je l'ai trouvé. Un minuscule compartiment caché parfaitement sous la doublure de velours rouge. À l'intérieur, il y avait une vieille clé USB si petite qu'il était difficile de croire qu'elle détenait le pouvoir de détruire tout le monde souterrain de Paris. 8 ans. Mon père l'avait cachée pendant 8 ans, à travers tous les déménagements, à travers chaque période de difficulté où j'avais été tenté de vendre tout ce que je possédais juste pour acheter des médicaments pour Sophie. Et je l'avais gardé, protégé sans jamais savoir, comme si c'était le destin. J'ai branché la clé USB sur un ordinateur portable, mon cœur battant la chamade, tandis que l'écran se remplissait de centaines de fichiers soigneusement organisés, de transactions, de noms, de sommes d'argent, de photographies, d'enregistrements, de preuves contre la famille Dubois et de crimes longtemps enfouis de Victor Caron, datant d'une décennie. Des listes de politiciens qui avaient été achetés, de policiers qui prenaient des pousses de vin, de juges qui tordaient la justice pour de l'argent. Assez pour briser tout un système souterrain qui existait depuis des décennies, assez pour les envoyer tous en prison, y compris Julien. Jeanne est entrée dans la pièce et m'a vue assise devant l'ordinateur portable, le visage blanc comme de la cendre. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas caché. L'héritage de mon père, la chose qu'il est mort pour protéger, la chose qu'il a tout sacrifié pour garder en sécurité. Jeanne s'est approchée et a regardé par-dessus mon épaule, son visage devenant pâle en réalisant ce qu'il y avait à l'écran. Si ça sort, Julien est fini. La famille Dubois est finie. Nous sommes tous finis. J'ai hoché la tête. Je sais. Jeanne m'a regardé, ses yeux vifs. Mais l'hostilité qui avait toujours été là avait disparu. Alors, qu'est-ce que tu vas faire?
détruire la famille qui t'a accueilli, te venger de tes parents en livrant ton mari à la police. Un lourd silence s'est installé dans la pièce. J'ai fixé l'écran, les noms et les chiffres clignotant devant mes yeux, puis j'ai regardé Jeanne. Je ne sais pas. Je sais seulement que mon père est mort à cause de ça. Il a donné sa vie pour le protéger et je dois faire ce qui est juste. Un klaxon de voiture a retenti dehors, brisant le moment. Louis est entré en courant dans la pièce, le visage tendu. Caron est là, 20 hommes, entièrement armés. Ils encerclent le manoir. Julien s'est placé à mes côtés, ses yeux gris orage rivés sur les miens. Est-ce que tu me fais confiance? Je l'ai regardé dans les yeux de l'homme que j'aimais, l'homme qui m'avait tiré de l'obscurité, l'homme qui était le père de l'enfant qui grandissait en moi. J'ai tenu la clé USB dans ma main et j'ai senti son poids. Le poids de 8 ans de secrets, de sang et de larmes, de mort et de sacrifice. Oui. J'ai placé la clé USB dans la main de Julien. Utilise-la. Mets fin à tout ça. Julien a fixé la clé USB dans sa main, si petite qu'elle pouvait disparaître parmi le désordre ordinaire, mais portant le genre de pouvoir qui pouvait renverser un empire bâti sur des générations. Il m'a regardé, ses yeux gris, orage, remplis d'émotions qu'il ne pouvait même pas nommer. Tu pourrais utiliser ça pour te venger de ma famille, la donner à la police, mettre tout le monde en prison, y compris moi. Alors pourquoi me la donner au lieu de décider toi-même du sort de la famille Dubois? Je me suis rapproché et j'ai pris sa main, mes petits doigts chauds et fermes. Parce que j'ai choisi. Je choisis de te faire confiance. Je choisis l'avenir plutôt que le passé. Ton père est toi. Pierre est inconscient mais stable et en route pour l'hôpital. Les gens qui ont causé la souffrance de ma famille ont payé ou sont en train de payer. Je ne veux pas vivre dans la haine pour le reste de ma vie. Je ne veux pas que notre enfant grandisse sous l'ombre de la vengeance. Je ne veux pas devenir ce que Pierre est devenu après 26 ans à nourrir sa rage. Julien m'a serré dans ses bras. La première fois depuis que tout avait commencé. Depuis que cet appel de 3 heures du matin avait brisé notre paix. Je suis désolé, a-t-il murmuré dans mes cheveux. Désolé pour mon père. Désolé pour tout ce que la famille Dubois vous a fait, à vos parents, à Sophie. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux changer l'avenir. J'ai pleuré sur son épaule, mes larmes mouillant sa chemise. Mais c'était des larmes de libération, non de souffrance. Je sais que tu n'es pas ton père. Tu l'as prouvé en ordonnant de sauver Pierre au lieu de le laisser mourir. Julien s'est reculé et a regardé dans mes yeux verts. Je vais utiliser ce carnet noir pour mettre fin à tout ça. Je vais d'abord abattre Caron, puis détruire les preuves contre les autres. Échanger ça contre la paix. Une nouvelle ère. Plus de sang. J'ai hoché la tête. Tu peux te le faire. Julien a souri, le sourire rare que seul moi pouvais voir. Avec toi à mes côtés, je peux tout faire. Il a appelé Louis et Jeanne dans la pièce et a exposé le plan avec l'autorité froide et certaine d'un chef qui avait retrouvé sa lucidité. Caron voulait le carnet noir. Julien allait le lui montrer, mais pas pour le lui remettre, pour l'attirer dans un piège. Il allait négocier avec Caron, faire semblant d'accepter d'échanger le carnet contre la paix. Il allait fixer le rendez-vous au vieil entrepôt des Dubois, un endroit que Julien contrôlait jusqu'à chaque recoin et couloir. Il allait enregistrer Caron admettant ses crimes, tirant sur Pierre, complotant pour tuer Julien, tout ce qu'il avait fait. Puis il utiliserait cette preuve pour livrer Caron à la police. Louis était tellement surpris qu'il ne pouvait le cacher. Le livrer à la police? Ne pas s'en occuper vous-même? Depuis quand la famille Dubois compte-t-elle sur la loi? Julien a secoué la tête. Les temps ont changé, Louis. Et je veux que mon enfant grandisse dans un monde différent. Un monde où son père n'est pas un meurtrier. Un monde où il peut être fier de sa famille. Julien a pris son téléphone et a appelé Caron. La voix de Caron est venue à travers la ligne prudente. « J'ai le carnet noir », a dit Julien.
Vous le voulez, n'est-ce pas? Caron a ri au téléphone, le rire d'un homme qui croyait avoir déjà gagné. Enfin, vous êtes devenu intelligent. Je pensais que vous vous barricaderiez dans le manoir et que vous attendriez de mourir. Julien a continué, son ton calme. Retrouvez-moi au vieil entrepôt du bois. Demain soir, minuit. Amenez autant d'hommes que vous voulez. Mais si vous voulez le carnet, vous entrez seul dans la salle de négociation. Juste vous et moi. Caron est resté silencieux, pesant le pour et le contre. Bien, mais si c'est un piège, votre femme sera la première à mourir. Julien l'a coupé. Ce n'est pas un piège. Je veux juste mettre fin à cette guerre. Je suis fatigué, Caron, et j'ai plus à perdre que vous. L'appel s'est terminé. Je l'ai regardé, l'inquiétude clairement lisible dans mes yeux. Es-tu sûr que ça marchera? Julien a pris ma main et l'a portée à ses lèvres, l'embrassant doucement. Je ne suis sûr de rien, sauf d'une chose. Je te protégerai, toi et notre enfant, à tout prix. 24 heures avant la rencontre avec Caron, le manoir du bois s'est transformé en centre de commandement pour la bataille finale. Louis se tenait au-dessus d'une carte du vieil entrepôt, assignant des hommes avec la précision d'un général se préparant à la guerre. 30 hommes encercleraient l'entrepôt de toutes parts, scellant chaque sortie. 10 des plus élites se cacheraient à l'intérieur, attendant le signal. L'équipe de snipers prendrait position sur le toit en face, prête à abattre quiconque menacerait la sécurité de Julien. Théo a reçu une mission spéciale. Me protéger à tout prix, et si quelque chose arrivait, me faire sortir immédiatement, sans regarder en arrière. J'ai trouvé Julien dans son bureau, la détermination clairement lisible sur mon visage. Je veux y aller avec toi. Julien a secoué la tête aussitôt, sans une seconde d'hésitation. Pas question. Tu es enceinte, tu restes ici avec Rosalie. J'ai riposté, ma voix dure. C'est notre combat. Je ne veux pas rester assise à la maison à attendre pendant que tu affrontes le danger. J'ai traversé trop de choses pour rester sur la touche maintenant. Julien s'est approché et m'a tenu les épaules, regardant droit dans les yeux verts que j'aimais plus que ma propre vie. Marie, je ne peux pas me concentrer si tu es là. Je m'inquiéterai pour toi au lieu de m'occuper de Caron. Si je suis distrait ne serait-ce qu'une seconde, le coup pourrait être toute nos vies. Si tu veux m'aider, reste en sécurité. C'est comme ça que tu m'aides le plus. J'avais envie d'argumenter, de dire que j'étais assez forte, assez courageuse, capable de me protéger. Mais en regardant dans les yeux de Julien, j'ai compris. Il avait vu sa mère mourir devant lui quand il était encore un enfant. Il ne pouvait pas supporter de me perdre, moi aussi. Ne pouvait pas supporter de perdre leur enfant à naître. La peur dans ses yeux n'était pas la peur de Caron. C'était la peur de me perdre. D'accord, ai-je dit, ma voix s'adoucissant. Je resterai, mais tu dois revenir. Entier. Promets-le-moi. Julien m'a embrassé sur le front, ses lèvres chaudes et douces. Je le promets. Jeanne est entrée dans la pièce, le visage fermé. J'y vais avec toi. Julien a secoué la tête. Pas besoin. Tu restes ici et tu protèges Marie. Jeanne a souri, le sourire confiant de quelqu'un qui avait survécu à d'innombrables batailles. Marie a Théo et dit garde. Elle est plus en sécurité que le président. Mais toi, tu as besoin de moi. Qui va tirer une balle dans la tête de Caron s'il se retourne? Qui va surveiller tes arrières quand la fusillade commencera? Julien a regardé sa cousine, la femme qui avait été à ses côtés pendant 26 ans. À travers chaque tempête, à travers chaque blessure, à travers les nuits les plus sombres où il avait voulu tout abandonner. Très bien, mais tu ne prends pas de risques inconsidérés. Jeanne a fait un clin d'œil. L'inconscience est ma profession. Cette nuit-là, Julien et moi étions allongés côte à côte dans notre lit familier, mais aucun de nous ne pouvait dormir. L'obscurité enveloppait la pièce, brisée seulement par nos respirations et le son de nos cœurs battants. J'ai pris la main de Julien et l'ai placée sur mon ventre. Le bébé donne des coups de pied.
Julien a senti le petit mouvement sous sa paume, et ses yeux gris orage se sont illuminés dans le noir. Fort, ça doit être un garçon. J'ai eu un léger rire, ou une fille très têtue, comme sa mère. Ils sont restés silencieux un instant, s'accrochant à ce petit bout de bonheur au milieu de la tempête. Puis Julien a parlé, sa voix s'abaissant. « Je veux te le dire au cas où. » J'ai posé un doigt sur ses lèvres, l'arrêtant. « Non, ne dis pas au cas où. Tu reviens, tu l'as promis, et tu ne m'as jamais brisé une promesse. » Julien m'a embrassé, doucement et profondément, comme s'il essayait de graver mon goût dans ses os. Je t'aime plus que je ne peux l'exprimer avec des mots. J'ai murmuré contre sa bouche. Je t'aime aussi, reviens-moi. Le lendemain matin, Julien se tenait aux portes du manoir, prêt à partir. Il portait un costume noir. Le visage froid du chef du bois était de retour, mais ses yeux étaient toujours doux quand il me regardait. Je l'ai serré dans mes bras une dernière fois, m'accrochant comme si je ne pouvais pas me résoudre à le lâcher. « Souviens-toi, ai-je dit, ma voix épaisse, tu ne te bats pas seulement pour toi. Tu te bats pour la famille, pour notre enfant, pour l'avenir dont nous avons rêvé. » Julien a hoché la tête, m'a embrassé sur le front une fois de plus, puis est monté dans la voiture avec Louis et Jeanne. Le moteur a démarré. La voiture a roulé à travers les portes. J'ai regardé jusqu'à ce que le véhicule disparaisse, jusqu'à ce que le son du moteur s'évanouisse dans l'air du matin. Puis j'ai posé ma main sur mon ventre et j'ai murmuré à la petite vie à l'intérieur. « Ton père reviendra, je le crois. » Le vieil entrepôt de la famille Dubois reposait silencieux dans l'obscurité. L'endroit où l'Empire avait commencé 50 ans plus tôt. À l'époque où Laurent Dubois n'était encore qu'un jeune homme brûlant d'ambition. Julien se tenait au centre de l'entrepôt, la clé USB glissée dans la poche de son costume, des yeux gris orage balayant l'espace ombragé autour de lui. Louis se tenait à sa droite, son épaule toujours douloureuse d'une vieille blessure, mais son regard aussi vif que jamais. Jeanne était à sa gauche, une main déjà posée sur le pistolet attaché à son dos. 20 hommes des Dubois étaient cachés autour d'eux dans les coins sombres derrière des caisses, attendant le signal. Les portes de l'entrepôt ont gémi sur leurs gonds rouillés. Caron est entré. 30 hommes armés derrière lui, leurs armes pointées en avant. Il est venu avec une armée, comme Julien s'y attendait. Caron a regardé autour de l'entrepôt, un mince sourire levant ses lèvres. L'entrepôt de votre père. Là où Laurent a commencé à bâtir un empire à partir de rien. Et bientôt, ce sera là où cet empire se terminera par ma main. Julien a répondu calmement, sa voix froide comme l'acier. Vous voulez le carnet noir? Je vous le donnerai. En échange, vous vous en allez. Vous ne touchez plus ma famille. C'est l'accord. Caron a ri, le son résonnant dans l'espace vide. Vous me prenez pour un idiot. Une fois que j'aurai le carnet, j'aurai tout. Votre empire, votre belle fille, votre enfant à naître. Tout m'appartiendra. Julien a sorti la clé USB de sa poche. C'est ce que vous voulez. Prenez-le. Caron a fait signe à l'un de ses hommes de prendre la clé et de la brancher sur un ordinateur portable pour vérifier. Après quelques minutes, l'homme armé a hoché la tête. C'est réel, c'est le carnet noir. Caron a souri de satisfaction et a levé son pistolet, le pointant droit sur Julien. Bien, maintenant vous pouvez mourir. À ce moment-là, l'un des propres hommes de Julien a tourné son arme. Antoine, un homme armé des Dubois qui avait travaillé pour la famille pendant 10 ans, a tiré directement sur Louis. Louis est tombé avec un cri de douleur, le sang coulant de son épaule et se répandant sur le sol en béton. Le chaos a éclaté. Les balles ont volé comme de la pluie. Des cris, du verre brisé, des corps tombants. Julien a plongé derrière une pile de caisses et a entraîné Louis avec lui. Un traître, a soufflé Julien. Caron a un initié parmi mes hommes. Louis a serré les dents contre la douleur, la rage dans sa voix. Ce bâtard d'Antoine, j'aurais dû savoir quand il continuait à poser des questions sur le plan.
Au milieu de la fusillade, Jeanne s'est déplacée comme un fantôme, rapide et mortel. Elle a abattu 3 des hommes de Caron en 5 secondes, chaque tir propre. Puis elle s'est alignée sur Caron. Mais Caron a été plus rapide. Il s'est baissé derrière l'un de ses propres hommes, utilisant l'homme armé malchanceux comme bouclier humain. « File du poids !» a-t-il crié. « Tu crois que tu es si bonne? » La mâchoire de Jeanne s'est serrée alors qu'elle cherchait un angle. Et puis elle l'a vu. Caron reculait vers la porte arrière. Il allait fuir comme un lâche. Elle a jailli de sa cachette, essayant de le couper. Soudain, d'un coin sombre de l'entrepôt, une silhouette a titubé dans la faible lumière. Pierre, il était vivant. Des bandages grossiers étaient enroulés autour de son épaule et de son torse, son visage pâle à cause de la perte de sang, mais il respirait, toujours debout. Pierre s'est jeté sur Caron avec un couteau étincelant à la main. « Caron !» a-t-il crié avec tout ce qu'il lui restait. « Tu crois que tu peux me tuer si facilement? Tu crois qu'une balle met fin à 26 ans de haine? » Caron s'est retourné, les yeux écarquillés de choc en voyant l'homme qu'il croyait mort. Puis il a tiré. 1 coup, 2, 3. Pierre est tombé. Le sang coulant de nouvelles blessures se mélangeant au vieux sang accumulé sur le sol. Cette fois, il ne s'est pas relevé, mais l'apparition soudaine de Pierre leur a offert une précieuse ouverture. Julien a jailli de sa cachette et a donné un coup de épée à l'arme de Caron. Caron est tombé lourdement, sa main cherchant le pistolet gisant à quelques mètres. Jeanne est arrivée la première. Elle lui a piétiné la main et a pressé son propre pistolet contre sa tête, les yeux froids comme de la glace. C'est fini, Caron. Caron arrive follement, le rire d'un homme qui avait tout perdu. Tu crois avoir gagné? Aussi rapide que l'éclair, il a sorti un petit pistolet caché dans sa manche et a tiré. Non pas sur Julien, sur Jeanne. La balle a déchiré l'estomac de Jeanne avec un bruit de chair déchirée. Elle a titubé, a regardé le sang couler de la blessure, puis s'est effondrée sur le sol. « Jeanne !» a crié Julien, sa voix se fendant de douleur comme si quelqu'un le déchirait de l'intérieur. Il s'est précipité vers elle et l'a serrée dans ses bras. Jeanne gisait sur le sol froid, le sang imbibant sa chemise et saignant sur la sienne. Pourtant, elle souriait toujours, une faible courbe têtue de sa bouche. « Tire-lui dessus, idiot. Ne t'inquiète pas pour moi. » Julien s'est retourné, les yeux gris à orage rouge de fureur, de haine, de chagrin le déchirant. Caron rampait vers son arme, le dernier espoir d'un lâche. Julien s'est avancé, a écrasé la main de Caron sous sa botte et a baissé les yeux avec le regard de la mort. « Tu as touché ma famille. » Un coup de feu. Caron ne s'est plus jamais relevé. Julien est retourné auprès de Jeanne et l'a tenue tandis que son sang les imbibait tous les deux. « Accroche-toi, l'ambulance arrive. Tu vas t'en sortir. Tu dois t'en sortir. » Jeanne a eu un faible sourire s'estompant, ses yeux perdant déjà leur concentration. « Dis à Marie que j'ai tenu ma promesse. J'ai protégé mon cousin idiot. » Ses yeux se sont fermés. 1 an plus tard, je suis allongé sur une table d'accouchement à la maternité, le visage ruisselant de sueur, ma main écrasant celle de Julien si fort que ses jointures sont devenues blanches. « Tu avais promis que tu ne me ferais plus jamais tomber enceinte. » Ai-je crié à travers une douleur qui avait l'impression de me déchirer le corps. Julien a ri, même si son propre visage était presque aussi pâle d'inquiétude. « Je te promets tout ce que tu veux. Si tu veux la lune, je te la décrocherai. » La sage-femme m'a encouragé d'une voix calme et professionnelle. « Une dernière poussée, le bébé est presque là. Vous y êtes presque. » J'ai crié et j'ai rassemblé chaque dernière once de force dans mon corps épuisé. Puis le premier cri de nouveau-né a retenti, clair et féroce. Le cri d'une nouvelle vie saluant le monde. « Une petite fille en pleine santé », a annoncé la sage-femme avec un grand sourire. Elle a placé le bébé dans mes bras, minuscule, rouge et ridé. Pourtant, c'était la plus belle chose que j'ai jamais vue. Je l'ai regardé, des cheveux noirs comme ceux de Julien,
Mais quand le bébé a ouvert les yeux, ses yeux vert clair m'ont regardé en retour. Des yeux exactement comme les miens. Des larmes ont coulé sur mes joues. Non pas de douleur, mais d'un bonheur inondant mon cœur. Julien était assis à côté du lit, fixant sa femme et sa fille avec une tendresse que je ne lui avais jamais vue auparavant. Elle est si belle, elle te ressemble. J'ai souri, fatiguée mais rayonnante. Son nez te ressemble, et elle sera certainement têtue comme toi. Julien a effleuré la joue de sa fille du bout du doigt, la main rugueuse d'un chef mafieux soudain douce comme un papillon touchant un pétale de fleur. Comment allons-nous l'appeler? J'y avais pensé pendant 9 mois. Pendant les nuits sans sommeil où le bébé donnait des coups de pied dans moi, pendant les longues heures passées seul dans la boulangerie, à regarder la photo de Sophie sur le mur. Isabelle, Mireille, Dubois, Julien a levé les yeux, ses yeux gris écarquillés de surprise. Isabelle et Mireille. J'ai hoché la tête, ma voix épaisse. Isabelle pour ta tante, la femme qui a aimé et tout perdu, celle dont la mort a déclenché tant de tragédies. Mireille est le nom de ta mère, la femme qui est morte pour protéger son fils. Et c'est aussi le nom de ma mère. 2 femmes que nous avons perdues, revivant dans le nom de notre fille. Julien a pleuré. C'était seulement la 3e fois que je le voyais pleurer. Et cette fois, les larmes étaient de pur bonheur. Parfait. Ce nom est parfait. La porte de la chambre d'hôpital s'est ouverte et les visiteurs ont afflué comme une vague d'amour. Rosalie est entrée la première, sanglotant en voyant le bébé, ses mains tremblant en tendant les bras pour tenir Isabelle. « Mon petit ange, je te cuisinerai tous les jours. Je te raconterai des histoires toutes les nuits. » Louise a suivi, son bras complètement guéri de la blessure de l'année dernière. Son visage, habituellement dur, adouci par un rare sourire. « Bienvenue au monde, petite demoiselle. Vous serez protégée mieux que quiconque. » Jeanne est apparue dans l'embrasure de la porte, encore un peu faible de la blessure qui avait failli lui coûter la vie, mais refusant obstinément de rester à la maison. « Ma nièce est là. Je vais t'apprendre toutes les mauvaises habitudes que tes parents n'oseront pas t'apprendre. » J'ai ri. C'est ce qui me fait le plus peur. Théo se tenait dans l'embrasure, souriant avec l'expression calme d'un garde loyal. Une autre VIP à protéger, je ne laisserai personne lui faire de mal. La pièce entière s'est remplie de rires, de voix et de larmes de joie. Une famille, pas parfaite, cicatrisée par le passé, mais une vraie famille. 3 mois plus tard, je suis retourné travailler à la boulangerie de Sophie. Bébé Isabelle dormait dans un joli berceau installé dans un coin. Les clients adoraient le bébé, se penchant toujours pour regarder et offrant des éloges chaque fois qu'ils venaient d'acheter des pâtisseries. La photo de Sophie était toujours accrochée au mur, souriant doucement comme toujours. À côté, il y avait de nouvelles photos. Marie, Julien et Isabelle, une petite famille heureuse. J'ai regardé les 2 photographies et j'ai murmuré à ma sœur comme si Sophie écoutait toujours de loin. « Sophie, j'ai réussi. Notre boulangerie est toujours pleine de clients et j'ai une famille maintenant. Une famille que je pensais ne jamais avoir. » Au crépuscule, après la fermeture de la boulangerie, Julien est venu chercher sa femme et son enfant comme il le faisait tous les jours. Nous 3 nous sommes tenus près de la fenêtre, regardant un coucher de soleil rouge flamboyant sur les rues de Montmartre, le ciel peint de feu et d'or. Isabelle dormait dans les bras de son père, son petit visage paisible comme un ange. J'ai posé ma tête sur l'épaule de Julien, sentant sa chaleur, le battement régulier de son cœur. « Tu es heureuse? » Julien a embrassé le haut de ma tête, ses lèvres chaudes et douces. « Plus heureux que je n'aurais jamais cru pouvoir l'être. Tu m'as tout donné, Marie. Une famille, un avenir, une raison de vivre, une raison de devenir meilleur. » J'ai souri, des larmes de bonheur coulant sur mes joues. Nous avons traversé toutes les épreuves, l'obscurité, le chagrin, la haine et le sang, et nous continuerons à les traverser ensemble. Julien a pris ma main et a regardé dans les yeux verts qu'il aimait plus que sa propre vie. Pour toujours, j'ai hoché la tête,
mon sourire aussi lumineux que le coucher de soleil inondant la ville. Pour toujours, 2 ans se sont écoulés depuis que j'étais cette ombre dans le coin. Je me souviens du froid du sol en pierre, du silence d'une fille qui n'existait pas. Mais aujourd'hui, je me tiens debout, orpheline, pauvre, invisible, indésirée. Puis un homme a fait semblant de mourir dans mes bras, et j'ai choisi de rester à ses côtés au lieu de fuir. Ce choix a changé ma vie pour toujours. Il m'a mené à Julien, l'homme qui m'a vu quand le monde entier me regardait sans me voir, comme si je n'existais pas. Il m'a mené à une famille imparfaite, cicatrisée par le passé, mais m'aimant sans condition. Il m'a mené à Isabelle, ma petite fille, pourtant l'espoir de tous ceux que nous avons perdus, pourtant les noms de femmes qui se sont sacrifiées par amour. J'ai perdu mes parents. J'ai perdu Sophie. J'ai tout perdu ce que j'avais autrefois. Mais j'ai trouvé quelque chose de nouveau, quelque chose de plus beau que je n'aurais jamais osé rêver. Sophie disait toujours, « L'univers a un plan pour tout le monde. » Je ne le croyais pas ce jour-là, mais maintenant je le crois. Parce que parfois les nuits les plus sombres mènent à l'aube la plus brillante. Parfois les monstres se révèlent être ceux qui nous sauvent. Et parfois une fille invisible devient le monde entier de quelqu'un. Mais aujourd'hui, je ne sais pas. Parfois je pense que c'était le meilleur qui pouvait m'arriver. Parfois je pense que j'ai fait une erreur, un sacrifice bien trop lourd, probablement les deux. C'est ça la vie, non? Rien n'est évident, rien n'est parfait, mais elle est à moi. C'est ma vie, pleine de mes joies et de mes douleurs, et des ombres persistantes des morts. Je suis Marie Dubois-Julien, et ceci est non pas mon heureux pour toujours définitif, mais mon maintenant, avec tous ses doutes et toutes ses